on va commencer. Alors, je voudrais refaire un petit topo là, vite fait là, sur le chien et le commerce. Alors, le chien d'aujourd'hui, c'est devenu un produit de luxe fortement humanisé. C'est bien dommage. Donc, il faudrait essayer de moins l'humaniser, d'accord ? Le chien doit rester un chien. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé d'appliquer son bien-être, mais il ne faut pas aller au-delà, parce que sinon, ça commence à être déviant. Voilà. Surtout que les chiens, ce n'est pas des humains, et les chiens, même s'ils nous apportent beaucoup, des fois, on voit plus que ce qu'il y a réellement à voir. Mais bon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fantastique d'avoir un chien, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. La marchandisation de la relation homme-chien, maintenant, voilà, la marchandisation, c'est-à-dire que maintenant, on achète plus de merdier qu'on passe du temps. On fait pareil avec nos gosses. Nos gosses, on les fout devant la télé, devant des trucs, machin, pour qu'ils s'occupent tout seuls. On va leur acheter des jouets, et puis on ne passe pas assez de temps avec. Bon, ça, c'est du vécu. C'est un peu vrai que des fois, quand même, voilà, le merdier a remplacé quand même le vrai lien. Alors, il y a un vrai contraste entre les valeurs d'hier et les tendances actuelles. Moi, je pense qu'hier, il y avait quand même plus de valeurs. Il y avait quand même plus de... Alors, il y avait des gros problèmes aussi. Toutes les époques ont leurs problèmes, toutes les époques ont leurs avantages, mais on ne se posait pas autant de questions. Et aujourd'hui, je trouve que les tendances actuelles, c'est vraiment le chien, c'est vraiment c'est devenu un produit de luxe, et puis on va trop loin, à mon avis, on va trop loin. Donc ça, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Maintenant, on va attaquer. Alors, je fais un focus sur la chasse. Je fais un petit focus sur la chasse rapide, mais pour que vous compreniez, parce que bon, la chasse, elle est décriée, forcément, on aime, on n'aime pas, on est anti-chasse, pro-chasse, on s'en fout, ce n'est pas le problème. Mais il y a quand même une chose, c'est une activité contestée, mais utile. Voilà, donc la chasse est une activité utile. On peut dire ce qu'on veut, mais bon, il y a la régulation des espèces. En France, par exemple, si demain les chasseurs arrêtaient de chasser, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup plus d'accidents de la route, il y aurait beaucoup plus de dégâts de gibier, les populations de sangliers grossiraient. Bon, s'il n'y avait pas de régulation, ce serait le bordel. Après, je ne dis pas que la chasse, tout est bien, mais bon, il y aurait moins d'accidents en régulant les espèces, il y a moins d'accidents de la route et puis moins de dégâts. Après, de quoi ? Les maladies et tout, bien sûr. Oui, il y a aussi les maladies. Oui, ça, c'est vrai qu'on n'y pense jamais. Après, c'est la préservation des espèces et de l'écosystème forestier. Il faut savoir quand même, et ça, c'est un truc qu'on ne sait pas, c'est que tous les ans, les chasseurs se battent contre les forestiers. Donc, l'Office national de la chasse se bat contre l'Office national des forêts. L'Office national des forêts, eux, ils tueraient tous les grands cervidés, parce que les grands cervidés, ils bouffent toutes les pousses de chêne. Donc ça met du temps à ce que les forêts, elles repartent. Et donc voilà, la chasse, c'est quand même important. Alors pourquoi je veux parler un petit peu de la chasse ? Parce que ça va être important pour la suite. Après, donc voilà, et les chasseurs, eux, ils veulent en tuer le moins possible pour que ça puisse, qu'ils puissent continuer leur loisir. Alors oui, après, on aime ou on n'aime pas. Alors après, il y a vraiment une amalgame entre la pratique de la chasse et le comportement de certains chasseurs. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des cons, comme dans toute discipline, que forcément la chasse est critiquable. L'évolution des mentalités et des pratiques, ça a quand même beaucoup évolué, la chasse. Et l'engagement personnel, moi je suis un chasseur non pratiquant, mais je suis respectueux de l'activité parce que la chasse, elle a façonné ma passion du chien. Voilà. Donc, je voulais venir un petit peu là-dessus. On passe ça vite fait. Et maintenant, on va attaquer le sujet. Le chien d'arrêt. Donc moi, c'est ma passion au départ. J'ai commencé avec un cortal, j'ai commencé de dresser un cortal, ça a été ma première expérience de dressage, ça a été ma première expérience de concours. Donc j'ai dressé un chien d'arrêt. Alors le chien d'arrêt, grosso modo pour expliquer, il recherche du gibier donc, par l'odorat, donc il fait ce qu'on appelle des lacets. On a le chasseur, on passe, le chien est souvent devant, à bon vent, et puis il fait des lacets comme ça, il passe devant et il essaye de prendre une émanation. Donc c'est une place chaude. Quand il y a un gibier, le gibier va dégager un petit peu d'odeur, le chien va le prendre, le détecter, et après il va couler dessus. D'accord ? Donc ça va être un blocage, il va faire un blocage quand il va le détecter, et il va couler tout doucement dessus, comme ça, tout doucement, comme un chat, pour éventuellement après sauter dessus, mais bon, peu importe, là, nous, on va récupérer cet instinct, et on va s'en servir justement pour pouvoir après tirer le gibier ou des choses comme ça. Donc, il y a une coulée lente jusqu'à la proie. Alors, le travail, donc il y a un vrai travail entre les deux, entre le binôme du maître et le binôme que composent le chien et le maître. Donc, le maître, lui, va se servir de l'aptitude du chien pour trouver le gibier et après le tirer. Donc, c'est un vrai binôme qui marche ensemble. Mais vous pensez bien que le chien, lui, au départ, il aimerait bien courir derrière l'animal qui s'envole ou derrière le lièvre qui part. Normalement, le chien d'arrêt, c'est que la plume, c'est que les oiseaux. Et normalement, tout ce qui est poil, c'est interdit de courir derrière. Donc là, le chien, il y a une vraie bataille à l'intérieur de lui pour se dire « j'irai bien, mais je n'ai pas le droit ». Donc tout ça, c'est une évolution, c'est un travail très très long avec des longes, des machins, de temps en temps on va le chercher. Et quand un animal fuit,
vous pensez bien que la méthode positive, dire au chien, bah, tiens, viens chercher ta croquette, ou viens rechercher ton jouet, ça ne marche pas. Je veux dire, le chien, il est dans son truc, il voit le gibier, il s'envole, et là, il ne se pose pas de questions, il y va. Donc vous voyez que déjà, le travail pour arriver à apprendre la sagesse au chien, c'est-à-dire la sagesse à l'envol, c'est-à-dire tu vois, ça s'envole, mais tu dois rester stoïque et pas bouger, c'est déjà un travail extrêmement compliqué, parce qu'à l'intérieur de lui, il y a une force qui lui dit « fonce dessus et attrape-le ». Donc il va falloir apprendre à régler tout ça. Et tout ça, ben, ça ne se règle pas forcément toujours et encore avec de la croquette ou un jouet. Donc déjà, la méthode positive, le tout positif à la chasse, à un moment, il faut aller chercher le chien, lui remettre la laisse. Alors on n'est pas obligé de lui taper dessus parce que c'est à chaque fois qu'on commence à dire des choses, mais on reprend la laisse, on le remet au départ, on le sanctionne un peu en lui disant non, mais c'est pas bien, non, non, et puis on le ramène, et ainsi de suite. Et ça, eh ben, c'est quelque chose de très dur à canaliser. C'est un travail qui est très, très frustrant. Et en plus, il faut savoir, pour le chien, c'est très frustrant pour le chien, et il faut savoir que le chien qui marque un arrêt et tout, et puis qui a cet instinct, eh ben, lui, il n'a qu'une envie, c'est de poursuivre, mais après, il va falloir qu'il apprenne à travailler avec son maître et il va falloir qu'il accepte tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Il y a une force de l'instinct de chasse, c'est un rapport, donc après, il va établir entre le maître et le chien, il va s'établir entre le maître et le chien un vrai rapport de force, et là, eh ben, il y en a un qui gagne des deux, donc ça sera le chasseur, bien sûr, mais il y a des fois, ce n'est pas toujours facile de dire au chien, ben là, tu restes tranquille, donc il va falloir se battre. Se battre, entre guillemets, c'est une façon de parler pour dire, eh ben, il ne faut pas que je lâche le truc, parce que sinon, il va partir. Et le chien, il est vraiment... alors ça, il faut être très patient, et c'est vraiment quelque chose, c'est très, très difficile à mettre en place, contrairement à ce qu'on pense. Et en plus, le gibier, on ne le maîtrise pas. Le gibier, c'est du gibier. Le gibier, alors je parle de vrai gibier sauvage, hein, moi je ne parle pas de cocotte, entre guillemets, qu'on lâche. Je ne suis pas trop pour ça, moi c'est ma vision, hein, chacun a sa vision, je ne suis pas pour du lâcher de cocotte, mais du vrai gibier, je peux vous dire que ce n'est pas facile à bloquer. Et le chien de chasse, ça on ne le sait pas non plus, mais quand on a du vrai gibier à faire à du vrai gibier, le gibier il piète. C'est-à-dire qu'il y a une place chaude, il sent le chien qui arrive, eh ben hop, il va se décaler, il va piéter. Donc il faut que le chien il arrive à le bloquer sans le faire s'envoler. Donc c'est quelque chose de très technique, contrairement à ce qu'on pense. Là, on est quand même dans de la cynotechnie assez élevée quand même, hein, au niveau des connaissances et des techniques qu'il faut vraiment connaître et comprendre pour arriver à apprendre à un chien des choses comme ça, quoi. C'est très compliqué. Après, on va parler du chien courant. Alors, vous avez compris que sur le chien d'arrêt, bon, il va falloir maîtriser cet instinct de chasse qui est un instinct très très fort en lui. Eh bien, sur le chien courant, c'est encore pire. Alors, c'est encore pire, pourquoi? Parce que le chien d'arrêt, lui, il a quand même des aptitudes, il est quand même assez proche du maître. Même si c'est en grande quête, il y a toujours un rapport, il y a toujours un lien avec le maître. Le chien d'arrêt, le chien courant, c'est autre chose, parce que le chien courant, lui, alors comment ça fonctionne, le chien courant? Eh bien, lui, on va le lâcher. Il va commencer à prospecter et à un moment, il va prendre des voies, ce qu'on appelle des voies, c'est des traces que le gibier a laissées de la nuit. Alors il faut savoir par exemple un lièvre, quand un lièvre va laisser des traces, va aller se coucher, se gîter, hein, comme on dit, se gîter, et ben avant d'aller gîter, il n'est pas comme nous. Hein. Il va dire, moi tiens, je suis crevé, là, un peu comme le pertuche, tiens, j'ai rien foutu de la journée, là, allez, je vais me coucher, je suis crevé. Donc le chien, il va pas faire ça, l'animal sauvage, il ne va pas faire ça. L'animal sauvage, avant d'aller gîter, il va avancer, il va faire 100 mètres, il va revenir sur ses pas, il va faire 3 bonds d'un côté, il va repartir un peu, revenir, repartir, et il va faire il va adopter tout un stratagème pour pas qu'on le découvre, pour pas qu'un autre animal puisse le découvrir et le dévorer. Donc il y a tout un travail à faire. Et c'est ça que les chiens, au départ, vont commencer à démêler pour arriver à lever le gibier. C'est assez intéressant. Bon, maintenant, c'est vrai que plus personne, la chasse c'est critiqué, le chien courant, le chien de meute, tout ça, on critique tout. Mais c'est une science, une vraie science, et ça, c'est le plus naturel qui soit. Le chien, le chien courant, c'est vraiment la chasse la plus naturelle qui soit, qui se rapporte quand même, enfin pour moi c'est quand même la chose la plus naturelle. Et donc les chiens, la meute va rapprocher, ils vont commencer à rapprocher, et ils vont commencer, plus ils vont s'approcher de l'animal, plus ils vont à donner de la voix, d'accord? Donc ils se rapprochent, et donc ils sont en train de démêler. Hein. Ils rencontrent, comme on dit, ils rencontrent, et là ils vont commencer à aboyer. Et quand ils commencent à aboyer, oh là,
c'est par là. Ça commence à sentir bon, c'est assez passionnant, mais bon, il faudrait encore vouloir suivre et puis comprendre les choses. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont lancer l'animal. Et là, c'est plus des petits coups de gueule comme ça, là, ça va partir, et là, c'est quand même quelque chose qui va, ça va vraiment dans la nature, enfin bon, une meute de chiens qui lance un animal, c'est quand même assez impressionnant. Bon, l'animal va partir vite, hein, et puis après, ben, ma foi, il se passera ce qui se passera, mais beaucoup moins. Donc, du coup, le chien, quand il part comme ça, il est beaucoup moins à l'écoute du maître. Et lui, il est à fond dans son instinct. Il n'entend plus rien. Alors, il y a des chiens qui reviennent hein, quand on les rappelle et tout, hein, mais une fois qu'il a lancé, il part. Et les chiens courants sont beaucoup plus indépendants que les chiens d'arrêt. D'accord? C'est des chiens qui sont beaucoup plus indépendants parce qu'il va falloir qu'ils fassent des grandes distances des fois pour poursuivre l'animal. Donc, il y a beaucoup plus d'indépendance. Donc, quand on veut les ramener, parce qu'en imaginant qu'on chasse un animal particulier, par exemple, admettons le lièvre, et que les chiens partent sur un chevreuil, eh ben, je peux vous dire qu'il va falloir courir un moment pour aller chercher les chiens, les ramener et les remettre sur ce qu'on appelle la voie du lièvre, d'accord, pour les créancer. Et ça, c'est très compliqué. Donc là, ceux qui arrivent à faire ça sont des gens qui ont quand même travaillé très très dur. C'est un boulot extrêmement compliqué. Une meute de chiens, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et je peux vous dire que les vraies meutes de chiens, ils s'occupent de leurs chiens toute l'année, tous les jours, les vrais. Après, le chien, il est très indépendant et il est très passionné, d'accord? Il ne faut pas ôter ce détail de la passion d'un chien courant. Lui, il veut arriver au bout, d'accord? Donc, quand il est passionné, un chien ne pensant qu'à une seule chose à la fois, il est focalisé sur ce qui l'intéresse et après, il part. Et nous, on n'est pas Superman, on ne peut pas courir, les attraper, leur dire non, tu t'es trompé. Donc, des fois, c'est 3-4 km à courir derrière pour arriver à les ramener. Donc, après, ils ont inventé le collier électrique. Alors ça, bon, en Suisse, on ne peut pas trop en parler, mais bon, ça a sauvé. D'ailleurs, en France, ils veulent l'interdire, mais je vous garantis que les chasseurs, ils n'interdiront jamais le collier électrique aux chasseurs. Ils n'y arriveront pas, parce que sinon, ça va. Et un vautret, c'est une meute de chiens pour chasser le sanglier. Donc les chiens qui chassent le sanglier, les chiens courants qui chassent le sanglier, eh ben, c'est des chiens très téméraires. Donc c'est des chiens très endurcis, c'est des têtes brûlées. Hein. Parce que bon, pour ceux qui assisteraient à une chasse au sanglier, je peux vous dire que quand le sanglier il reste baugé ou qu'il reste dans son taillis et qu'il ne veut pas sortir, je peux vous dire que pour le faire sortir, il faut des chiens très téméraires. Donc il y a encore toute une éducation, tout un dressage qui est assez compliqué pour tout ça. Alors, le comparatif du chien d'arrêt contre le chien courant. Alors, le chien d'arrêt, il est quand même assez proche du maître, hein, suivant le type de quête. Est-ce que c'est une grande quête, une moyenne, une petite? Ça dépend du chien qu'on utilise. Si c'est un pointer, ça sera une grande quête. Si c'est un setter, ça sera une grande quête, type anglais. Après, si c'est de l'épagnol breton, ça sera une moyenne quête. Et puis après, Cortal, le plus petit. Enfin bon, après, je généralise. Hein. Alors que les chiens courants, ils sont très indépendants, ils peuvent vite prendre de la distance. Le chien d'arrêt, il sera toujours plus ou moins à proximité du maître, alors que le chien courant, il peut partir sur des kilomètres pour suivre un gibier. Arrête, donc le chien d'arrêt, il arrête et il marque le gibier, contrôle et patience, alors que le chien courant, lui, poursuit le gibier jusqu'à le perdre ou que les chasseurs le stoppent. Hein, j'ai mis stopper pour ne pas heurter les sensibilités. Après, frustration contenue, donc là, c'est donc ce qu'on appelle la sagesse à l'envol. Il le bloque, l'animal, l'oiseau s'envole et le chien, il doit rester et pas bouger et le regarder s'envoler. Alors que là, pour le chien courant, c'est de la passion difficilement incontrôlable. Il y a un rapport de force tenace suivant la race. Alors on a des chiens qui sont d'ordre, qu'on appelle dans les meutes d'ordre, des chiens qui sont plus faciles à canaliser, et il y a des chiens qui sont dans les chiens courants, des chiens plus difficiles à canaliser. En tout cas, eux, ce qu'ils veulent, quand ils ont lancé l'animal, c'est courir derrière et l'attraper. D'accord? Aller au maximum. Donc, il y a un vrai rapport de force. Après, le chien d'arrêt, c'est travail au nez et à la vue. Donc, il met le nez haut, il prend les émanations, les odeurs, et puis il bloque l'animal. Et puis après, c'est à la vue, quand il le verra et tout, il peut le voir. Et puis là, c'est surtout un travail à la voix. Donc, le chien courant, il va avoir le nez posé au sol, et là, il va relever la voix. Ce qu'on appelle relever la voix, c'est-à-dire déchiffrer un petit peu toutes les particules odoriférantes qui va lui permettre de relever et de lever l'animal. OK ? Donc ça, c'était pour le chien de chasse. Donc le chien de chasse, c'est une activité qui est quand même très utile. C'est pour ça que j'ai fait un petit topo sur la chasse, pour dire que le jour où on n'aura plus de chien de chasse, je vous garantis qu'on aura des gros problèmes, que ce soit en France ou dans tous les autres pays, parce qu'il faut quand même un peu réguler les espèces. Voilà, surtout en France, on n'a que des routes. Hein.
Donc, le chien de troupeau maintenant. Alors, le chien de troupeau, je le mets peu expérimenté, mais marqué par un stage effectué il y a 30 ans. D'accord? Je suis quand même peu expérimenté. Ça a dû évoluer, le troupeau. Hein, j'ai eu, moi, Pascal Cacheux comme prof quand j'étais en BTA. Hein, donc, Pascal Cacheux, c'était quand même quelqu'un de très, très connu. Alors, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais c'est quelqu'un qui était très connu. C'était un berger déjà, un professionnel. Et puis, dans les concours, je ne sais plus ce qu'il avait gagné, mais un concours d'Europe ou je ne sais plus quoi, avec un border à l'époque. Donc, moi, j'ai une admiration pour le travail des bergers professionnels. Je trouve que c'est quand même assez exceptionnel ce qu'ils font. Hein. Et la spécificité de la discipline, c'est travailler avec un troupeau. Et le troupeau, lui, il est imprévisible. D'accord? Si le chien abourre trop, le troupeau, il part dans tous les sens. Hein. Alors, c'est un instinct grégaire très fort, les moutons, donc ils se rassemblent toujours, mais ils peuvent partir droit, aller n'importe où. Donc, il faut vraiment bien canaliser le chien pour ne pas pousser trop fort, que ce soit les vaches ou les moutons. Alors, pourquoi? Par exemple, les moutons, si c'est au moment, par exemple, du vélage, il ne faut pas pousser les brebis pas vélage, qu'est-ce que je veux dire, l'agnellage. Il ne faut pas pousser les brebis trop fortement parce qu'elles pourraient avorter, ça pourrait déclencher des problèmes. Et puis les vaches, quand on va les chercher, si c'est des vaches à lait, hein, si c'est des vaches laitières, effectivement, on ne va pas aller les chercher et puis les bourrer pour qu'elles reviennent en courant et puis qu'elles soient complètement stressées si on veut qu'elles donnent leur lait. Donc il y a un vrai contrôle quand même, c'est quand même un vrai contrôle, mais sur des animaux alors qui sont domestiqués, mais qui peuvent être incontrôlables si on les pousse trop fort. Vous comprenez ce que je veux dire? La différence déjà avec la chasse, c'est que la chasse, le gibier, ma foi, un lièvre par exemple, ça n'a pas été élevé, c'est donc sauvage, et là on ne sait pas du tout où ils vont partir. On ne sait pas du tout où ils vont partir. Le mouton ou les vaches, en général, il y a quand même des parcs, sauf quand c'est dans l'alpage, mais bon, en général, c'est domestiqué, mais ça peut être incontrôlable si on pousse trop fort. Le chien doit canaliser sa passion face à une forte motivation, donc c'est quand même une forte motivation, le troupeau, et effectivement, il y a quand même une gestion qui est très fine. Il faut éviter le stress du troupeau tout en maintenant le contrôle. Donc ça, c'est un travail qui est extrêmement... Quand on voit les gens, les professionnels, les bergers professionnels, ou qu'on voit même des fois en concours, un travail sur le troupeau, je peux vous dire que là, c'est une discipline avec la chasse et puis après la défense et tout ça, c'est une discipline qui est quand même... Ça fait partie quand même pour moi des meilleurs, quoi. Ces gens-là font partie des meilleurs. Voilà. Et bon, ceux-là, on les embête pas trop parce qu'au final, il n'y a pas d'acte, derrière. Et il n'y a pas, forcément, pour la chasse, forcément, il y a l'animal qu'on tue à la fin. Et là, eux, ma foi, ils font pas de mal au troupeau, donc c'est plus facile. Alors, l'utilité et exigence, donc c'est... Alors, une activité essentielle pour l'éleveur, hein, bien plus qu'un loisir, c'est vraiment pour ceux qui ont des gros troupeaux, c'est vraiment le chien rend des services. Envoyer un chien à 500 mètres et puis pour rassembler un troupeau puis le ramener vers le maître, ça évite quand même au maître de courir derrière ses brebis et puis de les ramener. Hein. Donc c'est très très important. Le chien est un collaborateur de travail, pas un simple compagnon, on est d'accord. C'est difficile à réorienter le chien une fois stimulé par le troupeau, donc après il faut vraiment... c'est un travail qui est de longue haleine, c'est un travail très très difficile. Et puis après, tous les troupeaux ne se valent pas, parce qu'il y a des troupeaux qui sont plus durs, qui vont rentrer dans le chien, qui vont être... Donc il faut aussi des chiens téméraires qui soient capables d'affronter une brebis un peu réfractaire. Enfin, ça c'est vraiment un travail... on a vite fait de perdre un chien, hein, un mouton qui rentrerait dans un jeune chien parce que le maître n'a pas su mettre des limites, n'a pas su patienter, attendre qu'il soit encore un peu plus téméraire, on peut vite perdre un chien. Hein. Donc là, c'est quand même un travail très fin, rapport parfois conflictuel à gérer, maîtrise de soi, dosage, de fermeté. Donc voilà, aussi il y a des fois, le chien va aller trop loin. Donc là, en méthode positive, vous pensez bien que quand il est sur le troupeau, on ne va pas lui dire, non, tiens, tu fais pas ça, tiens, tu as ta croquette, on ne va pas balancer une croquette à 500 mètres, c'est très difficile d'utiliser. Alors il y en a qui le font, hein, mais j'aimerais bien les voir en concours, parce que quand le chien il va comprendre que là, il est en concours, à mon avis, c'est plus difficile. Hein. Mais voilà, donc il y a des moments, il y a une confrontation entre le maître et le chien, parce que le chien veut en faire qu'à sa tête, parce que il est passionné de ce qu'il fait. Voilà, que ce soit la chasse, que ce soit le troupeau, à l'intérieur d'eux, c'est le feu sacré pour eux. Et quand ils sont, si on ne sait pas faire, on a vite fait d'avoir un chien qui fout le bordel, hein, parce que le maître ne sait pas assez bien maîtriser. Donc là, il y a une vraie maîtrise. Là, pour moi, ça fait partie des plus pointus qui existent en cyno. Hein. Après, le chien de défense. Alors, le chien de défense, c'est encore autre chose. Mais bon, c'est dans la difficulté. Alors le ring, par exemple, pour ceux qui accèdent à la finale de ring, c'est quand même des grands champions. Et là, il y a un boulot comme le troupeau, comme la chasse, il y a un boulot colossal, d'accord ?
Donc, le chien de défense, la passion, discipline, maîtrise. Alors, c'est un parcours maître-chien. Moi, j'ai un parcours de maître-chien militaire. Donc, je suis allé à l'armée. J'ai découvert le mordant à l'armée. Hein. Au départ, je n'avais aucune expérience. Hein. Alors, de mordant, hein, de chien de défense. Mais j'avais quand même une expérience sur la chasse, sur plein d'autres choses. D'ailleurs, à l'armée, quand on rentre à l'armée, ils aiment bien qu'on n'ait pas d'expérience. Comme ça, ils peuvent plus facilement nous formater. Mais bon, peu importe. Donc, moi, je l'ai un peu trop ramené parce que je connaissais quand même un peu le chien avant d'y aller. Mais j'ai quand même formation aux côtés d'un adjudant passionné. J'ai eu la chance de rencontrer quand même un adjudant quand je suis rentré à l'armée, hein, passionné, qui m'a appris la formation d'homme d'attaque, effort physique et technique. Et puis même si ça date, là, pour le coup, le chien de défense, je sais de quoi je parle. Parce que franchement, c'était quand même assez passionnant et je me suis vraiment passionné quelques années pour ça. Donc voilà, ça c'est le chien de défense. Alors, la passion du chien pour la toile. La toile, c'est le costume que l'homme va revêtir pour pouvoir faire mordre le chien. D'accord ? On appelle ça la toile. C'est un costume d'attaque. Donc il y a différents types de toiles. Il y a des toiles plus épaisses, il y a des toiles qu'on appelle d'entraînement, il y a des toiles de semi-concours ou semi-entraînement, et il y a des toiles de concours. Donc entraînement épais, semi-concours moins épais, et en dessous, compétition, alors là, encore moins épais. Pourquoi ? Parce qu'en compétition, c'est des chiens qui sont encore normalement plus malins, plus forts, et donc du coup, l'homme d'attaque peut bouger beaucoup plus facilement. Parce qu'après, il y a des esquives. Voilà, le but de l'homme d'attaque en concours, c'est que le chien perde des points. D'accord ? Dans le respect quand même de la discipline, mais donc il va essayer de trouver des feintes pour que le chien, quand il arrive, il ne puisse pas le prendre. Donc des fois, il arrive à faire une feinte et le chien va passer tout droit, il n'arrivera pas, et là il perd des points, à chaque fois il perd des points. Et celui qui arrive d'emblée en attaque, là je vous ai mis un extrait, vous pourrez voir, mais celui qui d'emblée arrive à rentrer et à attraper l'homme d'attaque, lui il ne perd pas de points. D'accord ? Donc il y a tout un truc, bon, je ne sais pas si maintenant ça fait tellement longtemps, il y a peut-être des nouvelles normes, tout ça, mais bon, grosso modo, c'est ça. Donc, mordre le costume est une motivation extrême. C'est une source de plaisir intense et d'excitation, d'accord ? Quand le chien va mordre le costume, il va avoir le cerveau à l'envers. Alors au début, pas. Hein. Au début, on va commencer avec un chiffon, après on va commencer avec une manchette, et petit à petit, on va monter. Après, on va mettre une jambière, ou on va mettre, une manchette, on va le faire mordre. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir un costume. Et tout ça, ça va se monter graduellement. Il ne faut pas croire que les chiens, parce que c'est un malinois, si un malinois, vous l'avez pris à 1 an et puis que vous ne l'avez jamais fait mordre, le jour, il ne va pas arriver, puis mordre le costume d'attaque, attraper le mec et puis mordre parfaitement. C'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que ceux qui critiquent la discipline ou qui critiquent le mordant, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que franchement, ce n'est pas un chien, ce n'est pas parce qu'il c'est un malinois que le chien, c'est un killer. C'est un killer parce que, enfin un killer, déjà je ne veux pas dire ça, mais c'est un chien qui mord la toile, c'est sa passion, parce qu'on l'a tout doucement monté étape par étape pour qu'il arrive un jour à mordre la toile, à la mordre le plus rapidement possible, à l'attraper, à la tenir et surtout à ne pas lâcher jusqu'à ce que le maître lui dise d'arrêter. Alors je ne sais plus ce que c'est, halte, je ne sais plus, bon, halte au pied, ou bon bref. Et l'ordre pour revenir. Donc, le chien, on va le monter petit à petit. Mais au fur et à mesure qu'on va le monter, qu'est-ce qui va se passer ? On va augmenter sa passion pour le truc. Et plus on augmente la passion, plus on va avoir un chien récalcitrant. C'est-à-dire, le chien, une fois qu'il est dedans, moi, j'ai pas envie de sortir, quoi. Moi, ça me plaît, ça, ce que je fais là, avec l'homme d'attaque. Donc, le seul avantage qu'on a par rapport à tout ça, donc la difficulté, c'est apprendre à lâcher sur ordre et à revenir près du maître. Alors j'ai mis ça parce que j'ai coupé court, mais la vraie difficulté, c'est déjà apprendre au chien à mordre correctement et puis monter tout doucement pour aller de plus en plus. Et en plus, en ring, on a un bâton. Donc au départ, si vous arrivez avec un chien qui n'a jamais entendu le bâton, il ne faut pas croire, il y a des chiens, ils ne rentreront jamais. Donc c'est-à-dire que si vous arrivez et qu'avec le bâton, vous faites un mouvement comme ça sur le chien et qu'il n'a jamais été habitué, donc tout ça, ça se monte tout doucement, le chien il ne rentre pas, il va se dire c'est quoi, qu'est-ce qu'il me veut. C'est des chiens, on augmente la témérité pour que le chien vraiment rentre dedans et puis et n'ait pas peur d'y aller. Mais tout ça, ça se fait tout doucement, étape par étape. C'est un travail colossal. Franchement, la défense, c'est un travail colossal. Et les gars qui font les finales, les super pros qui font les finales de ring, franchement, c'est beau à voir et c'est quand même très très bien. Voilà, la difficulté, voilà. Donc après, une fois que le chien il est dedans et qu'on l'a passionné, après il va falloir lui dire, maintenant il faut que tu lâches et que tu reviennes. Alors là, vous voyez là,
La motivation du chien, elle est devant. La motivation du chien, elle n'est pas, vers le maître. La motivation du chien, c'est l'homme d'attaque et c'est mordre l'homme d'attaque. Et à un moment, on va lui dire « Halte, t'arrêtes ce que tu fais et tu reviens vers moi ». Et là, le chien va se remettre et va rester calme. Et là, on maîtrise l'excitation, on maîtrise le chien. On a réussi à dire au chien « Tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire et tu reviens vers moi ». Comme le chien d'arrêt tout à l'heure, quand l'oiseau s'envole, je ne bouge pas, je reste stoïque et je le regarde partir. C'est exactement, voilà. Là, on maîtrise l'instinct. Là, il y a une vraie maîtrise de l'instinct. C'est pour ça que enquiquiner des gens comme ça, et en plus ça c'est utile, que ce soit la chasse ou que ce soit la défense, c'est des activités, des disciplines utiles. Ça, franchement, attaquer la défense aujourd'hui comme elle est attaquée, alors évidemment, après on va dire, oui, mais il y a toujours des cons dans toutes les disciplines, il y en a qui ont abusé, mais il y en a quand même qui savent vraiment bien travailler, et ceux-là vont être pénalisés à cause d'une poignée d'idiots, et puis surtout à cause des délateurs qui ont pris des vidéos n'importe comment, des fois complètement dévoyées, pour faire le buzz. Bon, il y a ça aussi. Donc, le costume est la récompense. Donc, c'est un défi éducatif majeur. Quand le chien revient vers le maître, il quitte ce qui le passionne. Donc, le chien, il mord. Arrête de faire ce qui te passionne et tu reviens vers moi. C'est moins passionnant. Donc, il y a tout un travail quand même avec un boudin au retour et tout. Mais on ne peut pas être à fond dans la méthode positive. Il y a un moment, le chien, il va rester. Et là, il faut que le maître y aille. Et puis, ma foi, il va être obligé de l'engueuler. Il lui dire, non, mais là, il faut que tu arrêtes. Tu reviens vers moi. Voilà, la méthode positive, pour ce genre d'activité, pour ce genre de discipline, c'est quand même très difficile. Et encore, moi, je vous garantis que quand j'étais à l'armée, et donc il y a 30 ans en arrière, ils commençaient à mettre la méthode positive en place. Donc là, en 30 ans, ça a dû vraiment évoluer. Mais moi, je ne crois pas qu'à un moment, le maître, il n'est pas obligé de se déplacer pour aller engueuler son chien, qui va le tester, qui va dire « je reste ». Et à chaque fois qu'il reste, si par exemple, il dit « halte au pied » et que le chien reste dedans, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, poum, 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 là il perd des points. Enfin, vous verrez, on va faire un petit... après, il va y avoir, j'espère que je vais m'en sortir. Alors, un dressage exigeant et structuré. L'avantage que, quand on monte un chien, alors c'est un avantage, et pas parce qu'il faut que l'avantage soit bon, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un contrôle, le dresseur, il a un contrôle sur l'homme d'attaque. C'est-à-dire qu'il va dire à l'homme d'attaque, tu fais ça, comme ça, tu prends le chien là, tu lui fais... Voilà, il peut contrôler l'homme d'attaque au départ. Donc dans toute la progression du chien, quand ils vont monter le chien, ils peuvent... Le dresseur peut dire à l'homme d'attaque, tu fais comme ça, ou c'est l'homme d'attaque qui va dire au dresseur comment faire, parce que des fois ils sont plus pointus que les dresseurs. Mais il va vraiment s'adapter au niveau du chien, contrairement à la chasse. La chasse, ça nous tombe un peu comme ça vient, quoi. On ne contrôle pas le gibier. Donc là, on peut contrôler l'homme d'attaque. La motivation, homme d'attaque costume, est maîtrisable, mais l'excitation du chien est difficile à interrompre. Donc après, quand, par exemple, on va dire halte au chien, l'homme d'attaque s'arrête. Il arrête de bouger, en fait. Donc ça excite moins le chien. Et après, le chien, il doit décrocher pour revenir vers le maître. Mais ce n'est pas toujours facile à interrompre. C'est pour ça que de temps en temps, il y a un rapport de force. Et c'est pour ça que je vous dis, même avec un boudin, des fois, mordre l'homme d'attaque, c'est plus intéressant que de revenir au boudin. Donc il y a un moment ou un autre, il y a un rapport de force qui s'établit. C'est peut-être léger des fois, mais bon, pas toujours compliqué. Mais il y a des chiens, ils sont retors. Et il y a des chiens, après, ils apprennent vite qu'ils peuvent rester dedans. Et je peux vous dire que ça fait des minutes. Alors, l'ordre attaque libère un flux de dopamine chez le chien. Il faut savoir que le chien, avant même d'être dans le costume, ça c'est des études, ça on le sait, avant même d'être dans le costume, mais en se projetant dedans, il sécrète déjà de la dopamine. Donc, il est au pied du maître et il est déjà en train de sécréter de la dopamine. Et après, il rentre dans l'homme d'attaque et là, c'est une explosion de dopamine. Donc, en plus, il y a les hormones qui s'en mêlent. C'est-à-dire que là, non seulement il y a l'instinct, mais il y a la dopamine qui fait du bien au chien. Donc après, lui, il n'a pas envie d'arrêter parce que la sécrétion de dopamine, c'est quand même, ça fait du bien. D'accord ? Donc retour difficile à l'obéissance, au calme, au pied du maître. Donc vous voyez que là, on n'est pas dans de la petite discipline facile, finger in the nose. Là, il y a toute une maîtrise qui nécessite un vrai savoir-faire, comme la chasse, comme le troupeau. C'est quand même assez compliqué. La méthode positive fonctionne partiellement, mais atteint ses limites. Donc la méthode positive, ils vont l'utiliser, par exemple, pour dire au chien « halte » et « reviens au boudin ». Donc le chien va quitter
l'homme d'attaque pour revenir mordre sur le boudin et le maître va jouer avec lui. Donc ça marche un temps. Et puis au bout d'un moment, le boudin ne lui suffit plus, le boudin ne l'intéresse plus. Donc il y a un rapport de force, il faut aller le chercher et le gronder. Alors le gronder, on l'engueule, on tire sur le... On peut attraper par exemple le cou, la peau du cou, et puis lui dire allez hop, tu décroches, et puis on revient, on se fâche un peu. Voilà, on n'est pas obligé de tabasser son chien. Alors il y en a plein, voilà, ça a été dévoyé, et il y a plein de gens qui savent travailler correctement, qui savent sanctionner le chien sans pour autant le massacrer, quoi. Alors après, autrefois c'était beaucoup plus dur, évidemment. Mais il y a vraiment eu une évolution là, ces 30 dernières années. Frustration utilisée comme levier au travail, mise en isolement temporaire. Il y en a, quand le chien il est trop débile, il a pété un plomb, là on le prend, on va l'isoler un peu, puis on le remettra après. Et puis l'objectif, faire comprendre au chien que le retour au calme est non négociable. C'est-à-dire tu lâches ce que tu es en train de faire, donc là on est dans l'instinct de chasse, tu lâches ce que tu es en train de faire et tu reviens au pied du maître. Voilà. Et tout ça, pour finir, tout ça c'est un jeu. Le chien il s'amuse. Ce n'est pas un killer, ce n'est pas un psychopathe. Le chien, il s'amuse. Lui, c'est sa passion, ça le passionne d'aller mordre. Voilà, ça c'est pour un petit peu désamorcer. Quand je vois un Loïc Dombreval en France, le député vétérinaire, excusez-moi du peu, c'est comme ça qu'il se faisait nommer, député vétérinaire. Quand Dombreval dit « moi je vais interdire le mordant parce que… et puis tous les autres d'ailleurs, parce que c'est de la barbarie ou des conneries comme ça, parce que là le chien il devient violent », c'est du jeu. Le chien il s'amuse. C'est du jeu, ça le passionne. On n'est pas sur le chien de guerre là. Attaque lancée. Alors là, comment qu'il m'a dit ? Fin du diaporama. C'est là. Donc voilà, ça c'est une attaque lancée. Donc on a l'homme d'attaque en face, le chien y va, et là, hop ! Alors ça, c'était pas une attaque lancée, c'était un... Oui, ça c'est le... Comment dire ? Il le rappelle avant qu'il morde. Elle le rappelle avant qu'il morde. Bon, ça, c'est l'attaque lancée, normalement, ou la fuyante, c'est quoi ? Bon, voilà, je vous montre des trucs. Donc, en fait, là, la précédente, le chien, il va pour mordre et le maître le rappelle. Donc, il arrête et il revient. Je ne sais plus comment on l'appelle, ça ne me vient plus, mais bon, c'est pas grave. Là, s'il y en a là, sur Facebook qui savent, ils peuvent le dire. Ça, c'est une fuyante. Voilà, donc... Le malfrat, on va dire que c'est un malfrat, puisque ça sert à quelque chose, quand même, la défense, c'est pas anodin. La défense, c'est pour se défendre, quand même. C'est une activité qui est très, très intéressante. Vous voyez le bâton ? Voilà, le chien, il ne lâche pas, là. Et au bout d'un moment, il va s'arrêter, et elle va rappeler. Donc, il y a un petit coup de... On n'entend pas le son, mais voilà. Hop, il a lâché, il revient vers sa maîtresse. Soit dit en passant, elle bosse super bien, elle. C'est une pro. C'est très, très propre, son travail. Regardez le chien, tac, et là, défense du maître. Hop, il l'agresse, il la pousse, et elle lui mord. Elle va faire une garde au ferme, et elle va le récupérer. Bon, ça, je vous montre un peu parce que c'est intéressant. Là, ce que je veux vous montrer, c'est la maîtrise. Regardez la maîtrise. Là, le chien, il est dans son truc, là. Hop, il se met au milieu, entre les jambes, et il attend que l'autre, il bouge pour pouvoir, ou je ne sais pas, oui, si, il y en a deux, je crois. Je ne me rappelle plus trop, mais... Ah non, elle la rappelle. Ok, allez, on va essayer de vous montrer. Voilà, tout ça, c'est de la maîtrise. Là, le chien, il est dans le costume, il est dans ce qu'il aime, et au bout d'un moment, voilà l'attaque. Voilà, on va finir par celle-là. Donc ça, c'est l'attaque de face. Donc regardez la maîtrise du chien, il ne bouge pas, il est calme, il regarde la maîtresse parce que c'est elle qui va donner l'ordre. Et là, ça c'est... Vous voyez là, comme il est calme, comme il est posé, ça c'est du travail, pour moi c'est un travail d'orfèvre. Et là, elle va l'envoyer. Donc lui, il nargue derrière. Voilà. Et lui, il va essayer de l'esquiver. Mais là, il ne va pas y arriver. Bam! Alors l'autre, il vole. Il y a un peu là le chien, là le travail que c'est, tout ça. Puis c'est passionnant. Et là, il s'amuse, le chien. Les deux s'amusent. Vous voyez, il essaye de mettre les mains sur les pattes et tout pour le faire lâcher. Donc il met les mains sur les pattes, il essaye lui de le faire lâcher parce qu'il veut, hop, là elle l'a rappelé, il va revenir, regardez comme c'est propre. Regardez là, comme hop, il lâche le truc, il revient. Et regardez comme il se pose. Bon, alors
Réflexion et perspective. Alors, une discipline incomprise. Donc, le mordant, pour moi, c'est une discipline incomprise et on les enquiquine depuis des années. Il faudrait qu'on leur foute la paix sérieusement parce que c'est quand même utile, le mordant. Le mordant est souvent jugé par ceux qui ne le pratiquent pas. Alors, c'est ça qui est formidable, que ce soit la chasse, que ce soit le mordant, alors moins le troupeau parce qu'eux, ils sont quand même un peu peinards, mais que ce soit la chasse ou le mordant, on s'acharne sur eux, alors que ceux qui s'acharnent dessus, ils n'en ont jamais fait. Ils ne savent même pas comment ça fonctionne, ils ne savent même pas comment un chien fonctionne. Pour eux, c'est un malinois, c'est un killer qui va bouffer tout le monde. Ils savent même pas, mais voilà, ils jugent ce qu'ils ne connaissent pas. Incompréhension populaire et stigmatisation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le fameux député là, vétérinaire, Loïc Dombreval, lui, il a stigmatisé, j'ai entendu des propos, c'est tellement stupide. Il aurait mieux fait de ne pas dire qu'il était vétérinaire, parce que du coup, on voit bien qu'il n'y connaît rien. Le mordant est utile, noble, technique. Voilà, c'est noble le mordant. Pour moi, c'est noble. C'est vraiment une discipline qui est vraiment noble, qui est respectable. Alors après, ce n'est pas parce que le mordant est respectable que ceux qui pratiquent le mordant le sont tous. C'est comme les chasseurs, c'est comme tout. Alors, utilisant sécurité à l'armée et à la police. Alors, nécessite courage, endurance, précision, pas comparable à des disciplines récréatives. Là, il faut que les chiens, je veux dire pour qu'ils mordent. Vous voyez là ce qu'elle a fait là. Le travail que l'homme d'attaque a fait sur le chien qui rentre, aller lui prendre les pattes, toucher les pattes et tout ça, il faut des chiens qui soient vraiment forts dans leur tête. Des fois, on peut voir des chiens, on peut penser que c'est des gros caractères. Je peux vous garantir que quand ils mordent, eh ben, il y en a plein qui lâchent. C'est vraiment un travail très très fin, très très long. C'est laborieux comme travail. Et c'est très très fin dans le retour, parce que quand on a vu là, sur la démonstration le retour du chien, on voit bien que c'est quand même quelque chose de très très propre. Enfin, allez voir, vous verrez. La confrontation directe est inhérente à la passion du chien, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une confrontation directe entre le chien et le maître parce que justement, là, il y a la passion du chien qu'il faut canaliser. Et cette passion, au départ, on met tellement de passion pour que le chien soit fort qu'après, on va lui dire là, il faut que tu reviennes là maintenant. Là, maintenant, il faut que tu reviennes. Et là, le chien, attends, moi, tu m'as passionné, j'ai pas envie de revenir. Donc, c'est pour ça, il y a une confrontation. C'est pour ça que des fois, ça peut sembler dur, mais je peux vous dire que le chien, dans sa tête, il est 2 fois plus dur. C'est pour ça que, bon, voilà, et c'est pas de la maltraitance. Alors, il y a des fois de la maltraitance, mais bien souvent, c'est un rapport de force, et le chien, pour qu'il lâche, il faut se fâcher un peu, parce qu'il veut pas lâcher. Parce qu'il joue. Appel à la nuance et à la confiance. Alors oui, la discipline a évolué et évoluera encore. Alors oui, j'ai connu des trucs, moi, qui étaient très très durs. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'évolution. Il y a quand même peut-être peut-être les 3/4 de méthode positive dans le mordant. Mais il y a des moments, il y a confrontation, on n'est plus dans la méthode positive. C'est tout. La méthode positive, elle n'est pas applicable que ce soit à la chasse, que ce soit à la chasse encore moins. Mais elle n'est pas applicable non plus à 100% sur le mordant et certainement pas pour le troupeau. Il y a un moment, il faut se fâcher. Alors, je sais qu'il ne faut plus se fâcher aujourd'hui, mais on devrait peut-être un peu plus se fâcher. On aurait peut-être des gamins qui écoutent un peu mieux aussi. Ça soit pour les enfants, les chiens, ça serait mieux. Alors non, on ne peut pas tout faire en douceur, surtout dans les disciplines aussi passionnées. Voilà, l'instinct et le travail passionnent les chiens et il faut canaliser cette passion. Et à un moment, il faut dire aux chiens, arrête de faire ce qui te passionne. Et ça, c'est compliqué. Il faut soutenir les spécialistes et éviter l'utopie uniformisante et idéologique. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on a des spécialistes qui veulent bien faire, mais il y en aura de moins en moins parce qu'ils se sentent stigmatisés et à cause d'une utopie uniformisante et idéologique. Voilà, on veut tout uniformiser, on a tous les mêmes meubles aujourd'hui, on bouffe tous le même pain. Voilà. Avant, quand on avait une boulangerie dans un village, dans l'autre village on en avait une, dans le village à côté on en avait une, et il y avait 3 pains différents. 3 saveurs différentes, 3 façons de faire différentes, parce que voilà, ce n'était pas uniformisé. Et bien là, pour l'éducation canine, ils veulent tout uniformiser, et notamment une méthode qui, de toute façon, ne peut pas le faire, ne peut pas, pour certaines disciplines, régler les problèmes. Il faut surtout pratiquer pour comprendre et donner son avis. Alors ça, voilà, on n'est pas, vous savez, maintenant, il y a un mot qu'on a appris, là, il n'y a pas longtemps, depuis qu'on a les réseaux sociaux à la con, c'est l'ultra-crépidarianisme. L'ultra-crépidarianisme, c'est donner son avis sur tout sans rien connaître. Voilà, donc des fois, il vaut mieux se taire. Le chien d'opération extérieure. Alors ça, c'est intéressant. Le chien d'opération extérieure, alors moi, à l'armée, j'ai fait mordre des chiens d'opération extérieure. Les chiens d'opération extérieure, grosso modo, on va les appeler les chiens de guerre. Okay, alors ceux-là, ils sont complètement allumés, quoi. On les a rendus complètement... voilà. Ils ont une mission, ils ont des missions. C'est par exemple aller, moi je ne sais pas, dans les zones un peu chaudes, je ne sais pas, dans certaines régions du monde. Et là, ils ont des vraies missions pour appréhender, attraper. Et là, on ne se pose pas de questions. Il faut vraiment que ça soit fait. C'est dangereux, c'est des zones très dangereuses.
Donc, on va leur apprendre à mordre sur du déconditionnement. Alors le déconditionnement, c'est quoi? Eh bien, c'est une toile encore plus fine que la toile de concours, qu'on met sous un jean, par exemple, qu'on prendra forcément un peu plus grand, et on fera mordre le chien sur un jean et pas sur une toile, pour lui apprendre à se déconditionner de la toile. Pourquoi? Eh bien parce que ça, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais je voulais vous en parler là, c'est que les chiens qui mordent sur la toile et qui sont passionnés de mordre sur la toile, eh bien quand ils arrivent devant un jean ou un truc, ils ne mordent pas, ils cherchent. Elle est où? Elle est où la toile? Ce qui les passionne, c'est la toile. Donc il y a beaucoup de chiens, enfin les trois quarts, 90%, 95%, 100%, je ne sais pas, qui mettront jamais un coup dedans, ou s'ils le mettent, ils vont lâcher tout de suite, parce qu'en fait, ils cherchent la toile. C'est ça qui leur plaît. Là, il n'y a pas assez de toile. Donc, on est obligé, pour des chiens comme ça, où il y a un vrai travail, on est obligé de déconditionner. Donc, au début, on va leur apprendre la toile, et puis au bout d'un moment, on va leur apprendre à mordre, même quand il n'y a pas de toile. Et là, dessous, il y a une toile qui est comme ça. Je peux vous dire que ça perce. Hein. Là, vous avez des trous dans la peau. Hein. J'en ai fait du déconditionnement à la vache. Hein. Et bon, encore les Malinois, ça va, mais les bergers allemands, ça fait mal. Alors, le moins d'obéissance possible. Un chien d'opération extérieure, il n'y a pas d'obéissance. On lâche le chien et vas-y, appréhende. Tu le chopes, tu le bouffes, tu te démerdes, là on est en guerre. Donc là, il attrape. Et pour le faire lâcher, c'est pas halte, au pied. Le chien n'a rien à foutre. Si on veut en faire un killer, si on veut en faire une sorte de prédateur qui n'a pas peur d'y aller et puis qui va choper le malfrat qui a passé la barrière et qui n'aurait pas dû le faire, là, il y va, il rentre dedans. Et pour le faire dégager, donc le chien est chargé à bloc. Hein. Lui, il est chargé à bloc. Hein. C'est putain, il est au bout de la laisse. Là, il n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Et il a endurci au maximum. On l'a endurci sur plein de trucs. Et il n'y a pas de cessation. Il est étranglé au collier pour lâcher prise. Et le maître tend le bras comme ça. Moi, j'en ai vu. Quand on le faisait, on faisait comme ça pour pas qu'il se retourne de frustration. Hein. Donc on était là, on les tenait comme ça, le chien au bout d'un moment il s'étrangle, il lâche, et puis là on repart, le malfrat s'en va, et puis quand on a l'entraînement, hein. Mais le chien il se retourne, il est complètement barré, quoi. Hein. Voilà. Alors il y en a qui sont plus calmes que d'autres plus barrés, mais voilà, ça c'est des chiens d'opération extérieure. Alors quelle est la différence entre le chien qu'on a vu tout à l'heure, le ring, hein, le chien de travail, et ce chien-là? Ça c'est un chien de guerre. Celui-là, il faut qu'on puisse compter dessus. Celui-là, on en a besoin, d'accord? Ça, c'est un vrai... Donc, vous avez vu, la différence, c'est que là, quand on veut vraiment obtenir du résultat, il n'y a pas d'obéissance. Hein. C'est tu rentres dedans et puis fais ton boulot, quoi. Il n'y a pas d'obéissance. Alors qu'en concours, on est dans un ring, on est dans une surface délimitée et tout. Là, il y a tout un programme, on déroule le programme. Et là, ma foi, le chien, il est dans le jeu. Là, il n'est pas dans le jeu. Hein. Là, il n'est pas dans le jeu. Celui qui va choper, il va passer un sale quart d'heure. Hein. Vous comprenez la différence ? Donc, vous voyez, il y a déjà des nuances entre la défense, l'attaque, tout ça, il y a déjà des nuances. Le chien d'assistance. Alors ça, c'est intéressant, le chien d'assistance. Ça ne va pas plaire à tout le monde, bien sûr. De toute façon, rien ne plaît à personne. Le chien d'assistance, c'est l'évolution, l'enjeu et les réflexions. Alors, au départ, j'ai fait du chien un petit peu de chien de troupeau, j'ai fait beaucoup de chien de chasse, j'ai fait du chien, de défense, et j'ai aussi fait du chien d'assistance. Et il y a 30 ans, à Saint-Gervais-d'Auvergne. Et à l'époque, à Saint-Gervais-d'Auvergne, dans les années 90, l'éducation canine reposait sur une méthode appelée aujourd'hui coercitive. Pour monter les chiens d'assistance, c'était de la coercition. Hein, donc, les associations d'assistance formaient les chiens d'assistance de manière classique. Le chien apprenait par la répétition sans friandise, mais avec clarté entre le bon comportement, oui, et l'erreur, non. La nourriture était utilisée uniquement pour les exercices spécifiques. Par exemple, pour leur apprendre à allumer une lampe, pour leur apprendre à ouvrir un placard ou des choses comme ça. Mais sinon, il n'y avait pas de nourriture. D'accord ? C'était juste pour des exercices qui leur étaient difficiles de faire autrement. Le respect s'imposait, il ne s'achetait pas. Les chiens étaient plus forts mentalement. On avait des chiens qui étaient quand même assez costauds. Au niveau des chiens d'assistance, on avait des chiens vraiment costauds. Ok, ça c'était il y a 30 ans. Transition vers le tout positif. Donc ils sont passés au tout positif. Il y avait à l'époque, donc il y a 30 ans, il y avait très peu de réformes. Les réformes étaient maîtrisées.
Alors les réformes, c'est quand vous avez un chien, par exemple, qui est destiné à être un chien d'assistance, mais au final, il ne peut pas l'être, parce que soit il a un problème, soit il y a ci, soit ça ne va pas, soit c'est... Et on ne peut pas le remettre à une personne, forcément, qui est en fauteuil roulant, il faut que ça soit carré. Donc, il est réformé. Alors après, ils ont inventé tout un tas de choses. Alors à l'époque, il y avait les chiens sociaux. Alors c'était des chiens qui étaient quand même suffisamment bien éduqués, pas pour aider vraiment parfaitement une personne en fauteuil roulant, donc ils ne pouvaient pas devenir chien d'assistance, mais ils pouvaient se retrouver dans une maison de retraite ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelait les chiens sociaux. Voilà. Après, ils sont passés donc au tout positif. L'association s'oriente donc vers la méthode positive exclusive. Cette nouvelle approche cherche à éviter toute forme de contrainte, donc il ne faut plus le contrarier. Machin. Bon, dans la vraie vie, en vrai, je pense qu'il y a des moments où ils ne sont pas au positif, mais ça j'en suis persuadé, mais bon, ça ils ne vont pas le dire. Hein. Problème identifié, un taux de réforme élevé. Donc maintenant, gardez secret, on ne sait pas combien ils en réforment. Ça, oh merde, putain, pardon. Je vais revenir, voilà, c'est ça. Donc, là, ça c'est garder secret, c'est-à-dire que le taux de réforme aujourd'hui, ils n'en parlent pas. On ne sait pas, mais on sait qu'il est élevé. Et je suis sûr que c'est au moins 50%. Alors moi, je le sais parce que moi, j'ai vendu à une association, figurez-vous, des chiens. Et je sais combien il y en a qui ont été remis et combien il y en a qui sont réformés. Voilà, et c'est plus de 50%. Alors après, on va dire que c'est mes chiens. Mais moi, mes chiens, c'est marrant parce que nous, quand on les garde, ils sont quand même sympas. Mais il y a toujours des trucs avec eux. Voilà, témoignant potentiellement des limites, donc ça témoigne potentiellement des limites de cette méthode. Comme on est passé au tout positif et qu'on s'interdit plein de choses, il y a des choses qu'on n'a pas pu mettre en place ou qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place. Obstination à utiliser une méthode qui donne des résultats médiocres. Eh oui, ça donne des résultats médiocres. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Les causes des réformes. Pourquoi on réforme ? Parce que le choix des chiots déjà. Il y a 30 ans, quand on choisissait un chiot, on prenait le plus téméraire, celui qui était bien et tout, parce qu'il y avait des moyens derrière et des techniques qui nous permettraient de redescendre un petit peu son enthousiasme et de le remettre un petit peu au pied. Maintenant, comme on se l'interdit, ils prennent des chiens qui sont moins hardis. Et ça, je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu, moi, avant qu'ils viennent choisir chez nous, on avait des chiots, et moi, j'ai dit, celui-là, c'est sûr qu'il va partir, celui-là, il va partir. Ils prenaient tous les autres, mais jamais les plus hardis. Pourquoi ils ne prenaient pas les plus hardis ? Parce que c'est plus facile à positiver. Un chien qui a un petit peu peur, qui a un petit peu, pas peur, mais qui est un peu en retrait, qui est moins avenant, c'est plus facile à canaliser qu'un chien qui a peur de rien et puis qui va. Donc nous, on socialisait presque trop bien les chiens. Donc j'y vois un affaiblissement mental des futurs chiens d'assistance, forcément. Là, mentalement, ils sont moins forts que le petit hardi, dégourdi qui fonce partout. Famille d'accueil, le rôle essentiel, mais potentiellement inégal, selon les capacités et les disponibilités de chacun. Bon, les familles d'accueil, ça a toujours été un problème, ils font ce qu'ils peuvent, c'est déjà bien qu'ils soient familles d'accueil, et Dieu sait qu'il faut continuer de l'être, mais voilà, il y a quand même des inégalités en termes de compétences, en termes d'état d'âme. Sonia, état d'âme, il ne faut pas avoir d'état d'âme, donc plus vous avez des états d'âme, forcément plus vous créez des problèmes, ou vous rendez vos chiens capricieux, emmerdants, voilà. Donc après, ça dépend, mais c'est quand même noble d'être famille d'accueil. Moi, je l'ai été une fois. Méthode positive, donc efficace pour certains apprentissages techniques, mais insuffisante pour installer des routines, limites et respect. On veut tout apprendre par le jeu, sans contrarier le chien, mais l'assistance, c'est un vrai travail. Un chien d'assistance, c'est un vrai travail. Donc il arrive un moment, le chien, il doit avoir ses routines. C'est comme la zoothérapie, comme je l'expliquais quand je faisais les formations de zoothérapie à Agapé, ça, je l'expliquais. Il faut que votre chien ait des routines. Alors je me rappelle de Delphine, qui fait partie du bureau d'Agapé aujourd'hui, quand elle avait fait son stage de zoothérapie et qu'elle était venue à la maison faire un essai avec sa chienne, elle a galéré, parce que la chienne, elle était en train de renifler tout le long du parcours, elle a reniflé tout le long du parcours, elle ne s'est jamais intéressée à la personne, et du coup, parce qu'elle n'avait pas sa routine. Normalement, un chien, la première des routines, c'est de marcher tranquille à côté du maître, sans foutre le bordel, en étant concentré. C'est ça la routine. Donc, quand on commence, ça va très très vite. Les chiens vont très très vite à se, entre guillemets, à se pervertir, à faire des petites choses qui, au final, ne servent pas, en tout cas, l'assistance, d'accord ? Donc c'est un vrai travail. Donc il faudrait prendre ça un peu plus au sérieux. Il y aurait moins de réformes. Et les réformes, ça coûte cher. Parce qu'un chien qui est réformé à 2 ans, il a coûté une fortune. Pour finir dans une maison de retraite, franchement, moi, tous mes chiens, tous les chiens de l'élevage, on peut les mettre en maison de retraite. Ça veut dire que ça a coûté 0. Donc, vous voyez, prendre un chien d'assistance qu'on a éduqué pendant 2 ans, où on a fait tout un tas de trucs pour le mettre en maison de retraite, c'est quand même dommage, quoi. Il vaudrait mieux quand même qu'il y ait moins de réformes.
mais ça ne changera pas. Critique du dogme positiviste. Le tout positif n'est pas une méthode universelle. Certaines disciplines ou besoins comme les bonnes manières nécessitent des règles, du doigté, de la constance, de la fermeté quand le chien s'oppose et établit un rapport de force. Forcément, c'est comme le gamin. Le gamin, à un moment, bon, tu viens, coupe la télé, viens manger. Ouais, il ne veut pas manger. Quand il répond. Quand il répond, parce que devant la télé, alors là, attention, hein, devant les écrans, ils ne répondent même pas. Bon, bref, moi, l'autre jour, j'ai explosé comment on appelle ça, la switch. Il faut voir dans l'état que ça les a foutus, les gosses. Hein. Je l'ai explosé par terre, il n'y a plus de switch. Moi, ces conneries-là, ça me gonfle. Et parce qu'ils ont pété un plomb, il faut voir comment ils ont pété un plomb. Et quand j'ai pété la switch, j'aurais dû filmer, quoi. Ils sont tarés. Hein. Bref, donc voilà, ça c'est réglé, le problème est réglé. Donc, donc il y a un vrai rapport de force, d'accord ? Et là, le tout positif, quand il y a un vrai rapport de force, et il y a beaucoup de tout positifs, des jeunes notamment qui rentrent en formation, des jeunes éducateurs qui arrivent, qui n'ont que ça dans leur besace. Hein. Ils n'ont que cet outil-là pour régler les problèmes. Ils tombent sur un malinois, un peu dur et tout, ils sont incapables d'arriver à le remettre dans le droit chemin. Et pour la plupart, ils sont incapables. D'ailleurs, ils n'en veulent pas. Hein. Là, j'ai plein de témoignages où ils arrivent, ah non, nous, on ne prend pas les malinois. Hein. C'est trop compliqué. Alors, c'est directement psychotrope et tout, alors qu'il y a juste à remettre une laisse, lui dire non, et puis maintenant, bon, bah, tu files droit, quoi. Mais on est tellement arrivé à un monde complètement stupide aujourd'hui que, ah ben non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, alors qu'est-ce qu'on fait ? On les abandonne. Et c'est ce qui se passe. Les malinois en France, c'est les chiens les plus représentés aujourd'hui dans les SPA. Voilà, parce qu'on ne veut pas, de temps en temps, remettre des règles et puis dire, bon, ben là, arrête, là, alors, on ne va pas te massacrer, mais bon, là, non. Moi aussi, j'ai envie de prendre du plaisir quand je te balade. Et voilà, il faut qu'il y ait, comme on dit, ce qu'on veut défendre à Agapé, un bien-être mutuel. Ce n'est pas un bien-être animal. Le bien-être animal, on est d'accord, mais le bien-être humain, ben on est d'accord aussi. Donc tout ça, on le combine en bien-être mutuel. Quand je vais te promener, je prends autant de plaisir que toi, tu en prends quand je te promène. Voilà, c'est réciproque. Donc il y a un rapport de force. L'image prend le pas, donc quand on utilise la méthode positive dans certaines associations, c'est parce que l'image, là, oh merde! Oh, ça m'énerve ton truc, là. C'est bon, je suis revenu, là? Oh, je ne suis pas doué. Hein. L'image prend le pas sur la performance. C'est l'image, là. On est en train de travailler sur l'image. Ah, mais nous, on aime les bêtes, nous. Ah, mais nous, on est gentils avec les petites bêtes, on ne va pas leur faire du mal. C'est pour ça qu'on est tout positif. Ben, c'est comme ça, la petite bête, ben, elle est bien gentille, puis nous, on en prend soin. D'accord? Là, on est sur l'image. C'est ce qu'on veut montrer aux gens. Hein, parce qu'on ne veut pas qu'ils nous critiquent, on veut récupérer encore de l'argent. On est sur l'image, on n'est pas sur la performance. Mais là, le chien, s'il y a bien quand même un chien qui sert à quelque chose, c'est bien le chien d'assistance, quoi. Là, il faudrait arrêter ces conneries-là, donc dans certaines associations, au détriment de l'efficacité réelle pour les bénéficiaires. Voilà. Derrière, attention, voilà, c'est au détriment de l'efficacité réelle pour les bénéficiaires. Si de temps en temps on était un peu plus dur avec les chiens, un peu plus dur, hein, je ne dis pas maltraitant, hein, je dis un peu plus dur. Hein. C'est comme quand on met une petite claque sur le cul à son gosse, on n'est pas maltraitant. Hein. Quand là, on est là, d'ailleurs en France, on a le droit, hein, on a cette tolérance. Hein. Alors les Anglais disent qu'on est des barbares, mais enfin les Anglais, hein, franchement, hein, qui restent où ils sont, hein, on s'en fout d'eux. Hein. Non mais là, il faut être clair, hein, ils ont voulu quitter l'Europe, qu'ils se cassent. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Donc on n'a rien à attendre d'eux. Mais une petite claque sur le cul à un gosse, de temps en temps, je n'ai pas dit qu'il faut lui casser le coccyx. Hein. J'ai dit une petite claque, quoi, un petit truc vexant. Franchement, de temps en temps, c'est pas grave. Hein. Et si dans certaines écoles, de temps en temps, on pouvait remettre une petite claque sur le cul, peut-être que les profs seraient moins emmerdés. Hein, parce que franchement, je n'aimerais pas être prof aujourd'hui. Hein. Mais enfin, ça, c'est mon point de vue. Hein. Moi, j'ai 50 ans, 52 ans, je suis blanc, hétéro. Forcément, je suis un con, quoi. Donc, le taux de réforme bas. Le taux de réforme bas devrait être un indicateur transparent de performance. Dans ces associations-là, si vous avez un taux bas de réforme, bah c'est que vous êtes bon. Si vous avez un taux élevé, c'est que là, il faudrait quand même un petit peu revoir les choses, quoi. Il faudrait faire évoluer un peu les choses. Voilà. Mais là, vous voyez qu'on est quand même dans quelque chose de plus dur. Ce qui est intéressant avec le chien d'assistance, c'est qu'il y a quand même beaucoup de réformes. S'il y a beaucoup de réformes, ça veut dire quand même c'est quand même un aveu d'échec de la méthode positive, parce qu'ils sont tous en méthode positive. Voilà. Bon, il ne faut pas le dire, ça, hein, ce que je vous ai dit, ça reste entre nous. Hein. Bien sûr qu'on ne l'a pas mis sur Facebook, hein, on ne va pas se faire lyncher. Hein. Bien sûr que les associations, elles sont parfaites, toutes les associations, et que toutes les associations, SPA, machin, c'est parfait. Tout est parfait. Il ne faut pas les critiquer. Sauf que quand la Cour des comptes se met un peu dedans, on voit quand même qu'il y a des fois des trucs, ouais, c'est pas toujours clair. Hein. L'agility en compétition. Alors maintenant, on va finir par l'agility en compétition et pour arriver à vous faire comprendre qu'il y a discipline et discipline.
Et là, je vais vous démontrer que la méthode positive pour l'agility, elle a été faite pour ça. Franchement, la méthode positive, elle a été faite pour l'agility de compétition. Voilà. Là, ce n'est pas contestable. Les agilitistes, vous avez raison. Voilà. Bon, après, je vais être un peu moins gentil. Alors, l'agility en compétition, une discipline récréative. C'est récréatif. OK ? Ça, dans la nature, aucun équivalent. Hein. Le chien, il arrive vers un obstacle. Enfin, le chien, l'animal, le canidé sauvage arrive vers un obstacle. Oh là là! Oh, bah attends, je passe à côté. Oh, ben non, tiens, je vais monter dessus, je vais prendre de l'équilibre, je vais faire ci, ça, comme ça. Hé, t'as vu là le dominant, t'as vu, je suis monté dessus, moi je suis intelligent. Alors peut-être qu'il y en a qui vont monter dessus, mais les trois quarts, qu'est-ce qu'ils font? Moindre effort. L'un des renforçateurs, 5, il y en a 5. Moindre effort. Je contourne. Oh, un obstacle. Bah attends, je contourne. Voilà, moindre effort, c'est comme ça. Les trois quarts, pour ne pas dire 90% ou 95 ou 99% si c'est pas 100. Donc, il n'y a pas d'équivalent dans la nature. Monter sur des planches, courir, machin, et puis aller à gauche, à droite, le slalom et tout, il n'y a pas d'équivalent. Une critique frontale du milieu compétitif. Alors, une critique toxique de certains agilitistes marquée par la jalousie, l'arrogance. Les agilitistes qui sont, vous voyez bien, arrogants. Ou la bêtise par rapport aux autres disciplines qu'ils ne pratiquent pas. Alors là, on a... Alors, en France, c'est comme ça, au sein de la SCC, la Société Centrale Canine, pour ne pas la citer. Alors moi, je peux commencer à dire ce que je veux, parce que là, je suis en train de tout vendre. Donc, de toute façon, maintenant, je suis libre. Je ne peux plus rien perdre, j'ai tout perdu. Donc, on s'en fout. Donc, maintenant, on va pouvoir commencer sur de nouvelles bases et vraiment commencer à parler des choses sérieuses. Donc, eux, ils critiquent toutes les autres disciplines, le mordant, la chasse, c'est des... ils sont dans leur monde, dans leur bulle. Eux, c'est les meilleurs, c'est les plus forts, et ils critiquent toutes les autres disciplines, toutes. Mais ils ne les pratiquent pas. Ils ne savent même pas ce que c'est. La chasse, c'est pas bien, il ne faut pas tuer la bête. Mais ils ne savent même pas ce que c'est qu'un chien de chasse. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'instinct de chasse, le vrai. L'instinct de chasse, un chien qui chasse, ils ne savent pas. La défense, ils n'en ont jamais vu, ils ne pratiquent pas. Ou alors ils ont vu un gars qui, à un moment, reprenait son chien un petit peu sèchement parce que le chien était en train de rester dans la toile. Et là, mais c'est honteux, mais nous, jamais on ferait ça. Oui, parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Alors, je vais vous expliquer. On continue. Donc, l'image véhiculée par les publications officielles ne reflète pas toujours la réalité vécue sur le terrain, beaucoup d'hypocrisie. Alors moi, je suis allé assister à un concours d'agility, je l'avais dit, à l'une des conférences, où là, c'était « Oh putain, l'autre con avec son chien ». Enfin, moi, j'ai entendu des trucs autour, là. Bon, je l'ai fait une fois, bon, je ne vais pas dire, parce que ça m'a dégoûté, mais franchement, ce n'était pas bon enfant. Et alors, sur le sans-laisse, 2 semaines après, c'était dans la convivialité, le machin. Alors moi, ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Faut voir comme ils se bouffent. L'agility, une activité sans instinct naturel. Donc, l'agility, alors sans instinct naturel. Quand je dis ça, évidemment, on utilise l'instinct de chasse. Mais sans instinct naturel, c'est-à-dire que dans la nature, il n'y a pas son équivalent. L'agility, ça n'existe pas dans la nature. Donc, on n'est pas en train de travailler un instinct. On n'est pas comme à la chasse. Là, on travaille l'instinct de chasse. L'agility, elle a pris un instinct de chasse pour justement pouvoir performer. Mais il n'y a pas un truc d'équivalent. Il n'y a pas un instinct, par exemple, de la proprioception où le chien, il arrive, il monte sur des trucs, il fait un peu de jonglage. Enfin, ça n'existe pas, quoi. Donc ça n'existe pas. Il n'y a pas d'instinct naturel. Contrairement à la chasse, la défense, le troupeau, l'agility n'est issue d'aucun instinct canin naturel. D'accord ? Il n'y a pas d'instinct agility dans la nature. C'est une construction humaine artificielle sans lien avec les aptitudes originelles des races. En plus, il n'y a aucun lien d'aptitude originelle des races. Elles détournent parfois les races de leur vocation initiale. Exemple, le border, le malinois. Le border, il faut savoir, il y a 30 ans, que les bergers, on ne pouvait confirmer un border, c'est-à-dire dire ce chien-là, il peut reproduire dans la confirmation, qu'à partir du moment où il passait le TAN. Et à un moment, ils ont commencé à dévoyer le truc. Donc ça, c'est les bergers. C'est un vrai outil de travail, le border. Et comme ils ont vu que c'était un chien qui était très rapide, très intelligent et tout, il y a d'autres, notamment les agilitistes, l'obéissance et tout, ils se sont dit non, mais c'est pas normal ça. Il faut qu'on puisse le prendre, nous, pour faire nos activités. Et donc, ils ont dévoyé un petit peu l'utilisation de base du border. Et ça, il y a 30 ans en arrière, et les bergers se battaient pour que ça reste comme ça. Ils ont perdu. Méthode positive plus agility, mariage parfait mais biaisé.
La méthode positive est idéale pour l'agility. C'est idéal, je vais vous expliquer pourquoi après. Car la discipline repose sur la répétition et la récompense et ne se soucie pas de maîtriser l'excitation, au contraire. Alors on verra après sur une démonstration. Démonstration que j'avais mise sur mon mur Facebook et où je me suis fait lyncher. Le chien n'exécute pas pour plaire, mais pour accéder à une récompense qui devient obsessionnelle. Jouet boudin. Donc, pour vous expliquer, alors il y a quand même tout un cheminement, il y a un vrai travail. Je ne suis pas en train de dire que les agilitistes, c'est des feignants et qu'ils ne travaillent pas leur chien. Il y a quand même des choses qui se mettent en place, c'est quand même un travail. Mais ce n'est pas la défense, ce n'est pas la chasse et il n'y a pas d'instinct à gérer, comme la chasse et la défense. Alors je vais vous expliquer la différence. Quand par exemple vous avez un chien qui est, alors il a été monté, il connaît tout son parcours et tout, et il est au point de départ. Et là le maître part. Donc il y a quand même une compétence qu'il faut qu'ils aient quand même vraiment réellement, et il faut qu'ils puissent courir quand même, les maîtres, parce que le chien court vite. Donc ils vont courir, ils vont passer un premier obstacle, le maître va lui montrer, obstacle, tac, 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 il fait son parcours, et rapidement le chien va comprendre que plus vite il fait son parcours, mieux il le fait, plus à la fin il obtient son boudin, qui devient obsessionnel. D'accord ? Donc là c'est comme s'il était en train de poursuivre une proie. Donc ce n'est pas tout à fait une proie, mais il poursuit son truc, et à la fin il arrive, et là on va le faire soit mordre un boudin, si c'est un malinois par exemple, ça c'est quand même plus pratique, ou on lui donne sa croquette, d'accord ? Ou son jouet, peu importe. Donc il n'est pas en train d'exécuter pour plaire à son maître, on n'est pas dans une complicité affective, on pourrait faire de l'agility comme ça, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. On veut aller vite, parce que c'est comme ça, dans le monde c'est comme ça, il faut aller vite, il faut en foutre plein la vue à tout le monde, et à la limite est-ce qu'on s'amuse vraiment, moi je ne suis pas sûr, mais voilà. Cette dynamique crée une addiction à la dopamine sans réel contrôle émotionnel. Et en fait, on ne demande pas au chien à un moment « arrête de faire ce que tu fais, calme-toi, reviens vers moi ». En fait, il commence et jusqu'au bout, il est excité pour finir son parcours. À la fin, quand il a fini son parcours, il n'y a quasiment pas de contrôle sur le chien, on va le voir, et puis après, il bouffe son boudin. Et vous allez voir que, et je vais vous expliquer, je vais bien vous expliquer la vidéo pour que vous compreniez bien. Le chien est dans le « je fais » pour obtenir ma dose. Pas tous, mais on est dans une complicité collaborative aucunement affective. Le chien, il collabore. Pourquoi il collabore avec le maître ? Parce que le maître va lui dire où il doit passer. Et il sait très bien, à force de travail, que s'il ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, ma foi, c'est foutu. Il a perdu. Et que peut-être que derrière, parce que vous pensez bien qu'à l'entraînement, il ne faut pas croire. À l'entraînement, vous savez, le côté « Ah ben oui, mais c'est une petite bête, on est là pour s'amuser et tout ». Et les mecs, c'est des killers. Les compétiteurs, là, ils veulent gagner. C'est de la comprédation, j'appelle ça. Prédation, compétition. J'invente plein de mots, quoi. Des mots valises, comme on appelle ça. Et du coup, les gens, ils travaillent leur chien. Et un jour, ils travaillent et le chien ne fait pas ce qu'il veut. Eh ben, puisque tu ne fais pas ce que tu veux, allez hop, on s'en va, ou tu n'as pas ça, tu n'as pas ton boudin. Donc, il n'a pas sa récompense. S'il ne fait pas ce qu'il faut, eh ben, il n'a pas sa récompense. Ça, ce n'est pas positif pour le coup. Et ça, c'est sûr que ça se passe comme ça. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. On pourrait aller les filmer, vous verriez. Ça serait intéressant. Parce qu'eux, ils vont filmer, les autres. Mais les ringers et tout ça, ils ne vont jamais filmer des agilitistes, ils n'en ont rien à faire. Mais par contre, de l'autre côté, oui, on va filmer, puis on va dénigrer, puis on va critiquer les compétiteurs, les vrais compétiteurs, les pros, les super cracks, défense, chasse et troupeau. Vous n'allez jamais les voir aller filmer comme ça pour aller emmerder le monde. Non, ceux-là, ils sont quand même, ils sont quand même au-dessus quand même. C'est quand même bon, on est dans quelque chose de supérieur là. Des enjeux hormonaux méconnus. Donc le chien est en transe, motivé par la décharge finale de dopamine. Donc il est déjà à la base, il est prêt à partir, blam. Déjà la dopamine commence à sécréter, d'accord ? Et là il part. Il arrive au bout, blam, il saute sur son boudin. Alors là c'est l'explosion de dopamine. Là il est content, il est à fond dedans et tout. Ok ? À l'inverse d'autres disciplines, défense, recherche, l'agility ne demande aucun autocontrôle du chien ou retour au calme. Alors au bout d'un moment, on va lui dire, bon, ben là, il faut que tu arrêtes de mordre, on va le calmer un peu, on va le ramener dans sa caisse ou dans son parc ou peu importe, puisqu'on est en concours, et puis ben voilà, c'est fini, t'es passé, c'est bon, c'est fini. Il a mordu un petit peu, mais voilà, c'est comme ça que ça va se terminer. Mais là, vous comprenez bien que le chien, on n'a pas maîtrisé l'excitation, comme on le voyait tout à l'heure en défense. En défense, le chien, la motivation, elle est au milieu, il attaque, il prend l'homme d'attaque, il joue avec, arrête, revient. Vous voyez que ce n'est pas le même travail quand même. Donc là, vous voyez bien que ça, l'agility, la méthode positive, elle marche à 100% parce que je commence excité, je finis excité et je mords. Vous comprenez ? Je mords mon boudin ou je bouffe mes croquettes, peu importe, ça peut apporter de la motivation. Ne demande aucun autocontrôle du chien. Alors attention,
faut quand même qu'il ne soit pas trop dans l'excitation, parce que sinon il va louper des portes, il va louper des trucs, donc il canalise quand même. Hein. Oui, les agilitistes, vous canalisez quand même un peu. Hein. Bon, faut pas non plus. Puis il y en a qui travaillent très très bien quand même. Hein. Mais on va voir la vidéo, là, celle-là, elle est intéressante. Soulignons ici un danger de déséquilibre émotionnel et un manque de complexité éducative. Là, on n'est pas dans quelque chose de. C'est pas, pour moi, les agilitistes, c'est pas extrêmement compliqué. C'est long, c'est un processus long, c'est un travail, on peut être reconnaissant de ça, il y a quand même un vrai travail, mais bon, ce n'est pas un truc naturel, et puis ce n'est pas comme la défense. La défense, c'est extrêmement pointu, la chasse, c'est pointu, le troupeau, c'est pointu. Là, c'est beaucoup moins pointu, tu passes des portes, une fois qu'il a appris ses portes, et ben après on augmente la vitesse, ça reste quand même un gros travail, mais c'est quand même beaucoup moins pointu en matière de technique et tout, de technicité, que la défense. La défense, franchement, là, vous prenez un agilitiste et vous le mettez à faire de la défense, je peux vous dire qu'avant qu'il arrive à monter un chien en finale, eh ben je peux vous dire, il va se passer du temps. Par contre, vous prenez un ringer et puis vous lui dites, bon bah tiens, tu te mets à l'agility, pour lui ça va aller vite hein, quand même. Hein. Il va apprendre beaucoup plus vite. Je ne dis pas qu'il finira en finale, mais il va apprendre quand même beaucoup plus vite, hein, parce que la défense, il y a beaucoup de choses à savoir. Hein. C'est quand même compliqué. Alors maintenant, Patricia Suifiti. Voilà, alors regardez, on va commenter. Donc là, elle va partir avec son chien. C'est une grande championne, hein, ce n'est pas le problème. Hein. Regardez le Malinois. Là, elle lui fait une préparation ou elle lui fait une mise en place, je ne sais pas. Là, elle y va. Donc déjà, le chien, il marche. C'est quand même pas pratique hein, de faire marcher son chien entre les jambes. Hein. Bon, enfin, maintenant, c'est la mode, ça. Bah, faut pas avoir quand même, faut pas qu'il relève la tête. Hein, si on a un homme, ça peut être un peu compliqué. Ou alors mettez une coquille, enfin moi je ne sais pas, je vois pas. Alors là, que le chien, regardez, il est prêt, là, vous avez vu dans l'état qu'il est. Blam, il y va, blam. Allez, bon, il est bon, hein, c'est pas le souci. Hein. Et elle est sportive. Ah, il n'a loupé aucune porte, impeccable, parfait. Bon, attention, elle a gagné, donc c'est parfait. Ah, ben voilà. Donc là, il aurait pu passer à côté. Donc il a suivi les consignes, voilà. Lui, qu'est-ce qu'il veut lui? Il gueule à tout le long, vous avez vu qu'il gueule hein. Regardez, il gueule. Vous avez vu qu'il gueule? Donc là, il est excité, hein, il est en transe. Hein. Là, lui, il sait ce qu'il veut. Hein. Il sait ce qu'il attend. Hein. Alors, ce qu'il attend, c'est un gros câlin de sa maîtresse. Là, elle le chope, elle le canalise. Vous avez vu, elle le canalise. Et regardez ce qu'elle fait. Paf, boudin. Donc, il y a un préposé, c'est même pas elle qui le donne. Il y a un préposé, regardez. Allez, vas-y, bouffe le boudin. Et elle va directement à l'équipe. Elle n'a même pas récompensé son chien. Là, elle n'a même pas caressé au début, elle le canalisait pour l'emmener au boudin. Elle le tient, on pense qu'elle est en train de lui faire un câlin, pas du tout, elle le canalise parce qu'il saute. Lui, pourquoi il saute sur la maîtresse comme ça? Eh bien, il saute sur la maîtresse parce que il est où mon boudin? J'ai fini, je veux mon boudin. Et elle le canalise, elle le maintient, et plaf, il y a un préposé qui donne le boudin. Et du coup, le chien commence à exciter, tout le long il gueule, on le voit, il a gueulé tout le long, vous pouvez vous repasser le truc, il a gueulé tout le long. Donc il est dans l'excitation tout le long, il sait ce qu'il doit faire, et il gueule pour dire « Ouais, il est où mon jouet? Et il arrive, il mord. D'accord? Ça, pour moi, en méthode positive, c'est parfait. Méthode positive, c'est si tu fais bien, au bout, tu as ta récompense. D'accord? Tu as ta motivation qui est au bout. Hein? Eh bien, en défense, la motivation, elle est au milieu. À la chasse, la motivation, elle est au milieu. On demande au chien, quand ça s'envole, tu ne cours pas derrière. Voilà. Au troupeau, ben, la motivation, voilà, il faut canaliser. La motivation, c'est le troupeau, et c'est ça que j'aime, tout tourner autour. Donc tout ça, ça se maîtrise. Il y a une véritable maîtrise. Là, on ne maîtrise pas l'excitation. Alors, maintenant, une petite réflexion personnelle, hein, si je peux me permettre, mais je vais me permettre. Critique institutionnelle. Alors, je critique un petit peu nos institutions, notamment la Société Centrale Canine, et puis tant pis s'ils m'enlèvent mon affixe, de toute façon, j'aurai bientôt plus d'élevage, alors j'en ai vraiment rien à foutre. Et pouvoir des agilitistes. Alors, eux, ils ont un vrai pouvoir au sein de la SCC, mais, comme j'ai pu le démontrer, ce n'est pas les plus grands cynos. Les plus grands cynos, c'est les bergers, les plus grands cynos, c'est les chasseurs, les plus grands cynos, les vrais, ceux qui maîtrisent l'excitation, qui maîtrisent les instincts. La défense, c'est ces gens-là. Alors là, je vous ai montré du ring, hein, mais il y a encore plus compliqué dans la défense. Il y a ce qu'on appelle le campagne, qui un jour va disparaître, parce que plus personne ne veut en faire. C'est tellement compliqué. Et ça, ils s'en foutent. La Société Centrale Canine est depuis peu contrôlée par les clubs des agilitistes, car elle rassemble le plus grand nombre de licenciés.
Alors aujourd'hui, ces gens-là, les agilitistes, et ma foi, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Il y a forcément, dans tout groupe, il y a forcément des gens bien. Je ne veux pas critiquer tout le monde, mais il y en a quand même qui sont vraiment très très néfastes. Et ces gens-là, eh ben aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir parce que c'est les plus grands licenciés de la SCC. Donc quand ils votent, forcément, ben ils vont voter pour quelqu'un qui leur ressemble. Et avant, c'était toujours un chasseur qui était président. Alors, c'est pas parce que c'était un chasseur qu'ils étaient meilleurs. Hein. C'est pas parce que c'était un chasseur qui tapait pas dans la caisse ou qui n'avait pas des problèmes ou qui n'avait pas ci, qui n'avait pas ça. Mais bon, eux sont arrivés. Pourtant, cette discipline, si on regarde bien, elle améliore ni les instincts. Ça n'améliore pas les instincts. Il n'y a pas le troupeau. On va conserver des instincts. C'est ce qu'on veut. On veut conserver des instincts. Hein. Ni les races. Donc, le berger, lui, à force de travailler, ou les gens qui font du troupeau, à force de travailler, ils vont améliorer les lignées. Il y a un vrai travail derrière, un vrai travail. L'agility, il n'y a pas de travail. On fait de l'agility avec un chien qu'on a pris souvent un border, qui lui fait du troupeau, et puis on n'améliore pas ni les instincts ni les races. Alors moi, je plaide pour une réévaluation du poids donné aux disciplines dans les instances cynophiles par rapport à la contribution sélective et génétique qu'elles entretiennent ou apportent ou améliorent. C'est-à-dire, grosso modo, que les agilitistes, un demi-pouvoir, et puis, par exemple, le ring, ceux qui pratiquent le ring, ceux qui pratiquent la défense, eh ben, 2 pouvoirs. Quand tu votes, toi, tu as 2 pouvoirs. Pourquoi ? Ben parce que toi, tu vois, toi, là, toi, le berger, toi, le ringer, eh ben, toi, tu fais quelque chose par rapport à la contribution sélective et génétique. Tu vois, tu améliores les choses. Toi, tout le travail que tu as fait va améliorer les choses. Voilà, moi, ça, je pense que ça devrait être normal. Parce que eux, les agilitistes, et c'est là où je voulais en venir, c'est que eux, les agilitistes, à part utiliser la méthode positive qui a été faite pour eux, eh ben, ils critiquent tout le reste. Et comme on a pu le voir, quand il faut maîtriser les instincts, c'est un peu plus compliqué que de faire courir un chien dans l'excitation pour qu'à la fin, il ait sa motivation et non pas au milieu. Et quand on ne demande pas à son chien à un moment, calme-toi et reviens vers moi, mais qu'on termine son exercice et qu'à la fin, il mord, donc son boudin, comme on l'a vu, ben pour moi, c'est quand même beaucoup moins compliqué que de maîtriser l'excitation ou dire au chien, bon, maintenant tu te calmes, tu reviens, tu repars, tu te calmes, tu reviens. Vous voyez, ça, c'est un vrai travail. Donc vous voyez que toutes les disciplines ne se ressemblent pas. L'agility, je n'ai rien contre. Comme je n'ai rien contre la chasse, comme je n'ai rien contre la défense, c'est juste le comportement de certains qui nous le fait détester ou qui nous fait dire que ça devient insupportable. Les agilitistes aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir, mais pour moi, ils ne sont pas légitimes. Ça devrait même, le récréatif ne devrait pas rentrer en ligne de compte. Le récréatif, c'est du récréatif. La chasse, la défense, le troupeau, le chien d'assistance, bon là, il n'y en a pas à la SCC, mais tous ces chiens-là, le sauvetage à l'eau, toutes ces disciplines devraient avoir double pouvoir parce qu'eux, ils améliorent les races, ils font un vrai travail utile qui va permettre soit de sauver des vies, soit de se protéger, soit de limiter les populations de sangliers ou des choses comme ça. Voilà la différence et voilà ce que je voulais dire. Alors, je me doute que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, on le savait déjà. Alors après, donc voilà, j'ai balancé ma réflexion, je vous ai expliqué la différence entre l'agility. Donc effectivement, ceux qui prônent le plus la méthode positive, eh bien oui, pour leur activité, c'est 100% efficace. Mais pour les autres, pas du tout. Donc on ne peut pas dire tout ce on ne peut pas uniformiser et dire ben, si ça marche chez nous, ça peut marcher ailleurs. Ben non, parce que chez vous, il n'y a pas d'instinct à maîtriser. Chez vous, on commence à fond, on finit à fond, et puis à la fin, il a son boudin. Alors que la défense, eh ben, au milieu, il faut qu'il arrête et qu'il revienne. Vous voyez, c'est un peu plus subtil et c'est un peu plus compliqué. Après, conclusion générale, toutes les disciplines canines ne se valent pas en termes d'utilité, de difficulté ou de profondeur éducative. Je trouve que c'est bien ce mot profondeur éducative, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour éduquer ou dresser un chien à la défense, je peux vous dire que c'est des années d'acquis de travail, d'échecs, de réussite. C'est des passionnés, c'est des gens, ils sont exceptionnels. Hein. Et la chasse, pareil, et le chien de troupeau, pareil. L'universalité de la méthode positive est une illusion. Elle fonctionne pour certaines activités comme l'agility à 100%, mais est limitée aux contre-productives dans d'autres assistances, défense. L'assistance, on voit bien, il y a les preuves à l'appui. Le jour où ils nous donneront tous les échecs, les chiens de réforme et le taux de chiens de réforme, on verra si la méthode positive elle marche si bien que ça ou si elle marche mieux que l'ancienne méthode.
Il est essentiel de faire le distinguo entre activité récréative et utilitaire et de défendre les méthodes adaptées à chaque fonction du chien. Il y a des fonctions plus difficiles, il y a des fonctions qui nécessitent un vrai travail, un vrai réglage, et en méthode positive, c'est juste pas possible. Voilà, ça c'était la conclusion. Je voulais faire cette conférence pour que vous compreniez bien quand même que la méthode positive, c'est pas finger in the nose et c'est une utopie. Le chien de famille. Alors maintenant, on va sortir du cadre disciplinaire pour prendre notre bon chien de famille, que nous, à Agapé, on veut éduquer en méthode affective, et non plus alors surtout pas en méthode positive, hein, alors là, surtout pas, et en méthode coercitive, pour moi elle n'existe pas, mais on va dire en méthode classique ou les pragmatiques. C'est-à-dire ceux qui de temps en temps savent dire non à un chien, le reprendre, dire « bon là maintenant t'arrêtes de tirer ». Voilà, donc la méthode affective, le but, la différence entre la méthode, on va dire, positive et la méthode affective, c'est qu'il y en a une, c'est la dopamine, la méthode positive, et l'autre, c'est l'ocytocine, la méthode affective. On sécrète de l'ocytocine pour déclencher de l'affection auprès du maître. Et du chien surtout. Alors, on sort du cadre classique de la discipline et de l'activité canine. Le propos se concentre sur le chien de famille sans objectif de performance. Le chien de famille, il n'y a pas d'objectif de performance. Beaucoup de maîtres ne veulent pas faire avec leur chien. Ils s'en foutent de faire avec leur chien, ils s'en foutent, ils veulent juste vivre avec lui. Donc on n'a pas à critiquer ça, attention je repasse, je m'amuse un peu avec ça parce que je trouve ça formidable. Donc on n'a pas à critiquer ça, beaucoup de maîtres ne veulent pas faire avec leur chien, ils ont le droit de ne pas avoir envie de faire, mais ils veulent juste vivre avec lui. Voilà. Donc nous à Agapé, c'est les formations qu'on va développer. On va développer des formations où on va déclencher chez le chien plus d'affection pour le maître. Et pour ça, on a fait tout un processus, un tas de formations, les formations qu'on appelle là, on l'appelle l'accompagnateur canin. Voilà. Le but est d'avoir un bon compagnon, pas un chien de concours. L'essentiel est de profiter de la relation en s'appuyant sur les bons conseils. Donc, défaillance positiviste et chien de famille, il faut savoir que la méthode positive, dire au chien on va le contrôler avec une friandise, un jouet et tout, mais on n'est pas dans un ring. On n'est pas comme les agilitistes dans une espèce d'enceinte où il n'y a pas d'interaction, où ils peuvent travailler leur chien sans distraction, hein, tout est fait, tout est calculé. Là, nous ne vivons pas seuls, beaucoup d'interactions, certaines distractions sont plus fortes que les croquettes ou jouets. Bon, on est dans la vraie vie. Le chien de famille, il est dans la vraie vie. Les gens, ils sont dans la vraie vie. Après, je vais vous brosser un tableau vite fait. Le respect se pose, il ne s'achète pas. Le chien de famille doit être respectueux, pas conditionné. Le savoir-vivre est plus important que le savoir-faire. Le savoir-vivre est plus important que le savoir-faire. Le chien, on veut lui apprendre à savoir-vivre, hein, des bonnes habitudes. On s'en fout qu'il sache faire. Alors après, il y a des gens qui aiment bien quand il donne la patte. Voilà, il sait faire ça, il sait donner la patte. Bon, ça c'est bien, c'est pas grave, c'est ludique. Mais ce qu'on veut surtout, c'est qu'il ait un bon savoir-vivre. C'est-à-dire, je suis respectueux, je ne mange pas l'appartement, quand mes maîtres partent, je sais me tenir tranquille. En laisse, je sais marcher sans arracher le bras. Respectueux, un savoir-vivre. L'ocytocine est l'hormone de base du lien affectif, pas la dopamine. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le quotidien d'une maîtresse ou d'un maître lambda. Alors, brossons le tableau. Allez, admettons que vous avez des gosses, vous avez un chien, et là, vous allez commencer à vouloir, vous allez chercher votre chioc à 2 mois. Vous récupérez votre chioc à 2 mois, et là, vous commencez à le sortir dans la société. Alors, vous allez entendre tout un tas de choses. Lui, il va vous dire, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, puis il faut faire ci. Là, vous allez croiser tout un tas d'individus qui vont vous dire, il faut les laisser renifler le cul, c'est très important, parce que les chiens, ils aiment bien se renifler le cul. Bon, nous, si on pouvait le faire, on le ferait peut-être, mais on n'a pas le droit. Bon, bref, là, je me déroute. J'ai bien compris que je me déroutais. Et du coup, les chiens, on les laisse se renifler le cul, tout ça. Et en fait, on travaille depuis tout petit le lien naturel, c'est-à-dire 2 chiens qui se rencontrent, ça c'est naturel. Je connais tes codes, tu connais mes codes, c'est facile. Mais du coup, on oublie quelque chose, c'est le lien contre nature, c'est-à-dire le lien... 2 espèces différentes qui doivent se rapprocher. Donc tous les jours on le sort, hein, les gamins, on met le chiot au sein de la maison, les gamins jouent, foutent le bordel, prennent le chiot, le tournent dans tous les sens, ils l'excitent. Après on va commencer à être en positif, donc le chien va sortir, il va commencer à grandir, puis là, dès qu'il voit un chien, il n'a plus qu'une envie, c'est de courir dessus. Pourquoi ? Parce que depuis tout petit, dès qu'il voyait un chien, il allait lui renifler le cul. Donc c'est normal qu'après il veut continuer à le faire puisqu'on l'a conditionné à le faire.
Ça, c'est vraiment important pour le citadin que les chiens se reniflent le cul. Hein. J'ai remarqué ça. C'est un truc que j'ai remarqué. Je ne sais pas si c'est de la frustration ou quoi, mais j'ai remarqué ça. Et du coup le chien, après, il va prendre l'initiative d'y aller. Et bien souvent, comme je l'avais dit à l'autre conférence, le chien, quand il tire et que le maître suit, c'est bien que le maître, il est d'accord derrière. Donc après, il va grandir, il va prendre de la force, il va tirer de plus en plus. Il va tirer de plus en plus, au bout d'un moment, ça va devenir ingérable, et puis après, au bout d'un moment, il va partir carrément pour aller renifler un cul un peu plus loin. Et ainsi de suite. Et donc, on commence à travailler, on commence à avoir un chien de plus en plus insupportable, et les gamins, toujours à la maison, parce que les gamins, ils ne mettent aucune limite. Hein. Donc, les gamins, eux, c'est juste pour foutre le bordel. Hein. Ça, vous l'avez remarqué, je pense, ceux qui ont des gosses. Donc, c'est juste pour foutre le bordel. Donc, ils balancent les jouets, les machins, le chien s'excite, et on ne contrôle pas cette excitation. Ils ne la contrôlent pas, jamais ils la contrôlent. Et après, ils vont commencer à dire « Ah, maintenant, il faut être en méthode positive, parce qu'on ne peut pas dire au chien non. Hein. » Parce que ça, attention, il va sécréter du cortisol. Il va avoir l'hormone du stress. Donc ça, c'est pas possible, la pauvre bête, elle souffre. Oh, c'est pas grave que le maître, il souffre, lui, il est emmerdé, le maître, on s'en fout. Hein. C'est pas grave, ça, c'est un humain. Mais le chien, c'est pas normal. Donc, on va commencer à vouloir lui mettre des croquettes et tout. Et il y en a qui vont même donner la gamelle en balade. C'est-à-dire tous les maîtres, tac, pour pas que le chien reste fixé sur le maître, quoi. Alors, il reste pas fixé sur le maître, il reste fixé sur la main et sur la croquette qu'on lui donne. Mais ça, c'est véridique, hein, ce que je vous dis. Hein. Et c'est d'ailleurs une grande championne d'agility qu'il avait conseillé, parce qu'elle donnait des cours d'éducation, qu'il avait conseillé à une cliente. Il fallait qu'elle donne, et ça, c'est véridique, il fallait qu'elle donne la gamelle du chien en promenade. Croquette par croquette. Donc, le chien, il bouffait même plus dans sa gamelle, il bouffait en promenade, croquette par croquette. Et de temps en temps même, il faut l'affamer. Et ça, c'est véridique. Et c'était une grande championne d'agility. Vous voyez qu'il y a quand même une différence entre le chien de famille. Voilà. En méthode positive, il y a aussi quelque chose, le maître va se heurter sur quelque chose, c'est qu'en méthode positive, il faudrait toujours être positif. Vous voyez, vous êtes un peu zen, là. Vous revenez du boulot, vous avez un con qui vous a fait chier toute la journée. Hein, ça peut être un client, ça peut être un patron, ça peut être un supérieur, ça peut être un collègue. Il vous a emmerdé toute la journée. Vous revenez le soir, vous êtes un peu énervé, ça me fait chier, enfin, voilà, vous n'êtes pas content. Et du coup, il faudrait quand même arriver à être tout le temps positif. Vous avez les gamins qui foutent le bordel, qui ont foutu le bordel et tout. C'est juste pas possible dans une société comme la nôtre. Il y a trop d'interactions, il y a trop de choses, il y a trop de jugements. Donc la méthode positive, c'est efficace. Ma foi, si on est sur une île déserte, hein, et encore, si on est sur une île déserte, on va tellement passer d'attention, si on était tout seul avec son chien sur une île déserte, on va tellement passer d'attention avec son chien, hein, s'en occuper, qu'au final, on va déclencher de l'affection et on aura un chien extraordinaire qu'on n'aura même plus besoin de commander parce qu'il sera toujours avec nous. Donc vous voyez, tout ça, la méthode positive dans la vraie vie, c'est juste pas possible. C'est très très compliqué. Là, il faut revenir, il faut être un petit peu, alors il faut pas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être réactionnaire, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faudrait quand même revenir un peu à des limites pour qu'on arrête d'abandonner des chiens et à un moment se dire, bon allez maintenant, je remets un collier, non, tu ne tires pas, allez, on le remet au pas un petit peu. On le fait graduellement. Avant d'aller dans la jungle urbaine, ma foi, on va déjà dans des endroits où il y a moins de distractions. On reprend un petit peu le chien, et puis on ne va pas sur le marché où, comme certains font, ils ont un chiot de 2-3 mois et ils vont où? À la sortie de l'école. Alors s'il y a bien un endroit où il ne faut pas emmener son chiot, c'est bien la sortie de l'école, quoi. Entre les moments qui vont caresser le chien, les gosses qui vont arriver, en plus la libération, parce que c'est comme si c'était 39 à 45, quoi. C'est la libération, quoi. C'est les gosses, ils sortent, enfin ça part comme des fous, hein. Donc le chien, il peut être impressionné, il peut voir arriver là, cette vague là, de gamins, ça peut lui foutre la trouille. Enfin voilà, donc ça, il ne faut jamais emmener un chiot à l'école, on l'emmène que quand il est adulte. Et puis il y a trop de contacts. Et dites-vous bien que toute caresse qui a été donnée par un autre que le maître, c'est de l'affection partagée. Donc est-ce que vous voulez un chien pour vous ou est-ce que vous voulez un chien pour les autres ? Moi, je vous conseille d'avoir un chien pour vous, donc au départ, les 6 premiers mois, si votre chien est bien dans sa tête, vous isoler, lui apprendre correctement à vous aimer. Et ça, c'est notre phrase à Agapé, c'est la phrase qu'on va vraiment développer. C'est avant de lui faire faire, commence déjà par lui plaire. Voilà, il faut, avant de vouloir faire faire à votre chien, d'avoir ça dans la tête, mais je vais lui faire faire de l'agilité, commencez déjà à ce qu'il vous aime. Commencez déjà par ça. Il faut déjà lui apprendre il faut lui apprendre à vous aimer. Et c'est ça qui est le plus important. Et quand on a un chien qui nous aime, on peut faire ce qu'on veut derrière. On peut faire de l'agility, on peut faire n'importe quoi. Après, on s'en fout. D'accord ? Voilà.
Alors après, bon, il y a les informations pratiques surtout parce que là, la conférence va être terminée. Donc 200 heures de formation, les trucs, bon, ça c'est... Donc nous à Agapé, alors là vous pouvez aller sur le site et voir toutes les informations. Il y a le site Agapé avec toutes les informations, toutes les... l'étendue des formations que Agapé propose et notamment aussi les formations qu'on est en train de mettre en place sur les chiens. Alors avec particuliers, avec les professionnels, alors avec expérience ou sans expérience, on peut prendre les deux, il n'y a aucun problème parce que la méthode affective, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que certaines méthodes où, et ça c'est véridique, c'est encore du vécu, figurez-vous que dernièrement j'ai donné un cours et que la dame m'a dit « Ah ben vous c'est quand même plus simple parce que la précédente, là qui était comportementaliste, positiviste, voulait lui faire lire un livre de 350 pages avant de lui donner des cours pour qu'elle comprenne bien la méthode. » Alors moi, je pense quand même que donner quelques conseils quand même pour avoir un chien qui est juste du savoir-vivre, c'est quand même plus simple. Si on commence à rentrer sur des trucs comme ça, je crois que les gens ne prendront plus de chiens. Voilà, donc vous pouvez aller donc, sur le site d'Agapé, vous verrez toutes les formations. Et après, il y a d'autres choses à dire ? Juste peut-être présenter comment est-ce qu'on se démarque, la philosophie. Alors notre philosophie au niveau, nous c'est la méthode donc affective, on est à fond dans la méthode affective, donc on veut travailler sur l'ocytocine et pas sur la dopamine, moins de jeux, plus de câlins, hein, alors plus de câlins structurés quand même, hein, c'est pas, là ce que je suis en train de dire c'est quand même quelque chose de très sérieux, ça a été établi, moi j'ai quand même mis 10 ans à mettre en place cette méthode, hein, et du coup, donc nous, on est vraiment basé là-dessus. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de lui faire commence déjà par lui plaire. Donc, on est vraiment dans cette philosophie-là. On est dans une philosophie préventive. On veut que la méthode affective, elle soit davantage préventive, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour ne pas avoir ou plus tard rencontrer un problème. Tout ce que je vais mettre en place qui m'évitera d'avoir à faire du reconditionnement ou voire de la rééducation. Voilà, le but c'est d'éviter tout ça. Alors ça fait des années que j'en parle, on s'est bien foutu de moi quand j'en parlais, mais je pense que la prévention c'est quand même la solution. Donc ça c'est les petites phrases qu'on a à Agapé. La prévention forcément c'est la solution. Aujourd'hui on veut tout guérir, on veut faire du curatif et quand on a des chiens qui sont de plus en plus instables, c'est pas grave. De toute façon les laboratoires nous ont trouvé une maladie, nous ont trouvé un cachet et on va pouvoir les shooter chimiquement. Comme ça, ils seront tout gentils, les chiens shootés. Voilà, donc on est en train de faire toute une population de chiens complètement shootés, drogués, quoi. Voilà, et bien ça, on peut l'éviter. On peut l'éviter en étant un maître responsable, en étant un maître qui prend le temps de réfléchir. Je veux un chien, je réfléchis, je me laisse un délai de 3 mois, par exemple. Je ne vais pas dans une animalerie, je rentre, je prends le chien, je repars avec. Il faut réfléchir à l'achat. Tout ça, ça doit être une réflexion. On commencerait déjà par là en imposant un délai de réflexion de 3 mois. Je vous garantis, à partir du moment où le maître veut un chien, il va faire signer auprès d'un éducateur canin qui lui donne un cours, un papier, tu as pris ton cours, et après tu as un délai de 3 mois pour réfléchir au chien que tu vas prendre. Ça devrait être obligatoire. Et le jour où on fera ça, je vous garantis qu'il y aura beaucoup moins d'abandon. Et il faudrait même donner un pouvoir à l'éducateur canin de dire, toi, tu n'es pas habilité à prendre un malinois, par exemple. Toi, si tu veux rien faire avec ton malinois, il vaut mieux pas que tu en prennes. Si c'est juste pour te la péter dans ta petite Golf, là, GT machin, enfin bon, comme les petits trous du cul, c'est pas la peine de prendre un malinois. Non, mais parce que c'est vrai, je l'ai vu ça. Donc, c'est pas la peine de prendre un malinois, parce qu'aujourd'hui, c'est les chiens les plus abandonnés, parce que c'est des chiens qui ont été sélectionnés pour le travail. Alors, voilà, il y a des choses à faire, mais un délai de 3 mois, vous allez voir un éducateur canin pour un précours, hop, il signe un papier, tu as pris ton précours, maintenant, à partir de la date que j'ai mise, tu as 3 mois de réflexion. Et bien là, c'est exactement pareil d'ailleurs quand on se fait vasectomiser, il faut le savoir. Moi qui me suis... Non, mais je vais parler de ça, c'est intéressant. Moi qui me suis fait vasectomiser, je le dis, et puis je conseille aux hommes d'un certain âge de le faire, ça ferait du bien à nos épouses. Mais moi qui me suis fait vasectomiser pour pas que ma femme puisse continuer à prendre des hormones, on a un délai de 3 mois de réflexion. C'est-à-dire que du moment où on va voir le spécialiste, bon, moi j'étais sûr de moi, moi j'avais pas trop envie de me faire, bref, ça c'est autre chose, mais j'étais quand même sûr de moi, en tout cas je voulais le faire, on a un délai de 3 mois, on signe un papier et à partir de ce papier-là, 3 mois, et au bout de 3 mois, je veux quand même y aller, et puis là, ma foi, on programme un rendez-vous et puis pouf. Alors, il ne coupe pas les baloches. Bon, voilà. Bon, mais ça, c'est pour finir quand même. Je ne voudrais pas qu'on pense que je suis eunuque. Bon, mais voilà. Et ça devrait marcher exactement comme ça. On a tout dit ? Alors là, ça
serait plutôt chouette de passer justement à la partie sur les questions. Donc, tu peux dire s'il y a des gens Il y en a là sur Facebook des questions? On a quelques questions, ouais. Donc, alors, j'ai justement un commentaire assez intéressant justement d'une personne qui confirme que dans son cadre et selon ses sources, ils sont autour de 50% justement de réforme aussi. Donc ça, c'est juste un commentaire. Voilà. Bon, mais je le savais déjà. Et puis, alors donc la question, c'est est-ce que je peux prendre Et je fais semblant de pas savoir. C'est allumé? Ah, parfait, nickel. Splendide. Alors, donc la question… 50% de réforme, c'est énorme. C'est énorme. Hein. La question, c'est considérez-vous le dog dancing compatible entièrement ou partiellement avec la méthode affective? Souvent, les exercices sont appris en méthode positive, plus ou quelle que soit la complexité. Alors, le dog sitting, alors moi je ne me suis pas trop intéressé à ça. Dog dancing, hein, ouais. Oui, pardon. Je trouve ça formidable. Hein. Pour moi, c'est du spectacle. C'est récréatif, c'est du spectacle. Mais c'est un travail colossal. Je pense que comme la méthode positive, comme l'agility, c'est à 100% positif. Parce que bon, quand on alimente, et d'ailleurs moi, les premiers qui m'ont vraiment passionné, où je regardais ça, mais avec des yeux comme ça, c'était les gens du cirque, qui faisaient faire à des caniches tout un tas de choses, tout un tas de tours qui étaient quand même relativement difficiles à mettre en place et tout. C'était quand même des grands dresseurs. Et eux, c'était tout à la méthode positive, contrairement à ce qu'on pense, hein. En tout cas au niveau des chiens. Et c'est vrai que c'était… moi, j'avais vu des spectacles de cirque avec des chiens, et il avait toujours des croquettes dans sa poche, et de temps en temps, il alimentait les chiens. Je le voyais toujours alimenter les chiens. Alors peut-être qu'il y en a qui les massacraient pour obtenir, mais quand on veut faire des choses vraiment ludiques, vraiment récréatives et très difficiles, il faut motiver le chien. Et là, c'était la bouffe. Et donc, je pense que comment tu appelles ça? Le dog dancing? Dog dancing, oui. Ouais, pardon. Mais bon, ok, vous avez compris. Donc, je pense que le dog dancing, je pense qu'effectivement, c'est tout en méthode positive. En méthode affective, je ne pense pas qu'on peut aller dans la performance. C'est la performance du cœur, pas du faire, quoi. C'est pas ce qu'on va lui faire faire, c'est ce qu'il va ressentir, comment il va nous ressentir en tant que maître. La méthode affective, c'est vraiment déclencher un vrai amour pour le maître. Et là, quand on déclenche de l'ocytocine, le chien a un vrai amour pour le maître. Et moi, c'est pas moi ça qui l'ai appris. Hein. C'est pas moi qui… Moi, les chiens, depuis que j'ai commencé, j'étais en méthode conditionnée et tout. Et c'est en observant Virginie, donc il y a 10 ans en arrière, hein, donc la femme qui partageait ma vie puisque on divorce, mais Virginie, c'est elle qui m'a appris, qui a déclenché en moi un déclic, parce qu'elle, elle était en méthode affective, mais sans le savoir. C'est-à-dire qu'elle avait une chienne qui était capable de rester à côté d'elle en permanence, qui ne la quittait jamais sans mettre le moindre conditionnement. Mais elle passait des heures à la caresser, à s'en occuper, à être attentive à elle, et je l'observais. Et c'est grâce à Virginie que j'ai creusé, ça fait 10 ans que je creuse la méthode affective, c'est peut-être aussi un peu grâce à ça qu'on divorce, mais enfin bon, j'ai peut-être un peu trop passé de temps. Mais du coup, c'est en observant Virginie que j'ai eu le déclic. Et des maîtres qui ont un chien qui les aime, il y en a plein. Comme il y a autant de maîtres où le chien n'a jamais rencontré son maître. Parce qu'il a rencontré tout le monde, sauf le maître en balade. Voilà, donc d'autres choses à dire? Alors, s'il y a d'autres questions, vraiment pas hésiter. Il n'y en a aucune. Si jamais il y en a, c'est le dernier moment pour les ouais, c'est les pas grave. Mais après, bon, voilà, c'est un exposé, c'est une conférence, c'est un truc. Moi, ce que je voulais, dans cette conférence, je voulais vraiment qu'on comprenne qu'il y a discipline et discipline. Il y a des disciplines qui sont vraiment utilisatrices et il y a des disciplines qui sont récréatives. Et on ne peut pas les mettre sur le même niveau, au même niveau. Je suis désolé, pour moi, la défense, la chasse, le troupeau, c'est des choses qui sont extrêmement, extrêmement compliquées. Ça nécessite une technique qui demande des décennies. Et donc, alors que l'agility, on peut vite acquérir quand même des bonnes bases. Il y a une question ? Alors, il y en a une, mais je crois que je n'ai pas les outils pour comprendre. C'est dommage, rien sur les CPT. Je pense que proportionnellement, il y en a autant que de Malinois en refuge. CPT, ça réfère à quoi? Je sais pas, CPT, je sais pas. Je sais pas ce que… il faut lui demander… Il faudrait demander à la personne qui a fait ce commentaire de juste préciser… On va lui laisser une minute. Ouais, bon, après, bon, c'est pas…
Après, moi, ce que je dis, c'était juste pour faire une démonstration, pour expliquer qu'il y avait discipline et discipline et qu'il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Et donc, si elles sont plus difficiles que d'autres, ben, il faut plus d'outils pour arriver à la mener à bout. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que dire qu'avec juste la méthode positive, on peut tout régler, eh ben, je ne suis pas d'accord. C'est ce que je voulais démontrer dans cette conférence. Alors, j'ai cherché CPT et apparemment, ça correspond à chien de protection de troupeau. Donc, des chiens de protection de troupeau qui finiraient… Ah oui, mais on peut pas parler, moi je ne peux pas parler de tout, qui finira à la SPA, à la SPA dans les refuges. Parce qu'en fait, ils prennent des chiens, oui, bah, de toute façon, ils prennent par exemple un Leonberg, enfin pas un Leonberg, mais les Sarplaninats, ils vont prendre un Sarplaninats pour la compagnie. Alors effectivement, ça c'est des chiens, dans la nature, ils se battent contre des loups. Alors forcément, il faut quand même être un peu plus, faut être un bon maître, quoi. Après, moi, j'en ai connu qui avaient des chiens comme ça de protection et qui savaient s'en occuper. Mais après, il ne faut pas donner des mauvais conseils. Moi, je pense que tous les chiens sont adaptables, mais ça dépend du maître qui est derrière. Je pense que tous les chiens sont adaptables, mais ça dépend du maître. Même un malinois, il est adaptable, mais ça dépend du maître qui est derrière. Si c'est juste un maître faire valoir, si c'est juste un trou du cul pour arriver à dire « moi, j'ai un malinois », et puis qui ne fait rien avec son malinois, qui ne le travaille pas ou qui ne le sorte pas, qui ne le sort jamais, je veux dire, il vaut mieux pas qu'il en prenne, quoi. Il vaut mieux qu'il prenne un cavalier King Charles. Bon, il aura peut-être un peu l'air con, hein, parce que c'est pas un malinois, mais bon, ça fera peut-être un peu… ouais, c'est pas la même image, mais voilà, au moins il ne l'abandonnera pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des chiens, je pense qu'un bon maître qui s'implique, qui écoute, qui est à l'écoute de son chien et qui veut vraiment s'investir, je pense qu'il peut prendre n'importe quel chien. Et je pense qu'un bon maître, d'ailleurs, il va connaître déjà, parce qu'il va se questionner, et il va connaître ses faiblesses, et un bon maître, eh ben, il y a des races qu'il ne prendra pas, d'emblée, parce que c'est un bon maître. Donc après, ben oui, il faudrait quand même qu'il y ait des gens qui puissent vraiment, mais il y a tellement tout sur les réseaux sociaux, entre ceux qui disent « il ne faut pas faire ça » puis ceux qui disent le contraire, qu'aujourd'hui les maîtres sont complètement perdus. Et je pense que de toute façon, il y a un tel amateurisme aujourd'hui dans l'éducation canine, parce qu'aujourd'hui, franchement, être éducateur canin en 4 semaines, il faut arrêter les conneries. Ou être éducateur canin par correspondance, il faut encore arrêter les conneries. Je veux dire, c'est quand même un métier, ça prend des années d'être éducateur canin. Hein. Donc moi, ça fait 37 ans que je suis éducateur canin, me dire qu'il y en a au bout de 4 semaines, ils sont déjà, on les nomme déjà éducateurs canins, c'est bizarre quand même. Enfin bon, moi c'est mon point de vue. Hein. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Après, il faut bien commencer. Mais pour commencer, il faut des outils. Et se réduire la caisse à outils à la méthode positive, c'est quelque chose d'extrêmement dramatique parce qu'on va avoir des chiens de plus en plus difficiles, des chiens de plus en plus incontrôlables qu'il va falloir médicaliser. Et ça, c'est bien dommage. Voilà, on peut finir là-dessus. Il y a une autre question, il y a une autre question qui peut être assez intéressante. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se la posent aussi. C'est est-ce qu'on peut changer à tout moment d'éducation? Alors, est-ce que d'appliquer la méthode affective, est-ce que ça veut dire qu'on change d'éducation? Ah bah oui, hein, quand on passe de la méthode positive à la méthode affective, c'est plus du tout la même chose. Hein. Déjà, nous, il n'y a pas de croquettes, il n'y a pas de jouets. Les jouets, moi, je conseille aux gens de ne pas jouer avec un chien. Le chien peut jouer. Mais nous, en tant que maître, d'éviter de jouer avant 6 mois. Travailler vraiment sur le lien au départ. C'est-à-dire, alors, pas de jouet, je veux dire, pas de jouet avant 6 mois avec le chien. Par contre, jouer avec lui, c'est-à-dire se rouler dans l'herbe, faire un peu comme on fait avec nos gamins. Des fois, on fait de la bagarre, hein, on est là, on se retourne, le gamin, il essaye de nous, puis à un moment, bon, tu te calmes, c'est bon. Mais il faut savoir arrêter, il faut savoir commencer à arrêter le jeu avec le chien. Et ça, c'est beaucoup plus important pour arriver à créer du lien, en fait. C'est beaucoup plus important. Mais le jouet en lui-même, il faut éviter parce que les chiens, certaines races sont vite addicts et après ils sont complètement… c'est de la dépendance comportementale. Après, ils deviennent dingos. Mais justement, la question c'était est-ce qu'on peut… alors après, plus on attend et plus le chien s'endurcit ou plus le chien se détache du maître, plus c'est difficile de le ramener dans l'affection. L'affection, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre les 6 premiers mois. Après… alors, pour être honnête, alors je vais quand même être honnête, j'ai déjà essayé avec des chiens adultes et j'ai déjà des clients qui ont essayé avec des chiens adultes qui ont eu des bons résultats parce qu'ils se sont vraiment impliqués. Maintenant, moi, je n'ai pas assez de recul pour dire est-ce que ça peut marcher avec tous les chiens adultes. J'ai vraiment travaillé qu'avec les chiots pour le moment et que la base, puisqu'on est dans le préventif. Et aujourd'hui, je serais vraiment malhonnête de dire « Ah oui, ça marche avec tout le monde ». Voilà, les chiens adultes, un chien par exemple qui est vraiment ancré qui est vraiment ancré dans des mauvais comportements ou qui est vraiment indépendant et puis qui a vraiment un lien utilitaire avec le maître, c'est-à-dire je reviens quand ça m'intéresse et puis le reste du temps, je me fous de toi. C'est peut-être compliqué s'il a 5 ans de le ramener dans l'affection.
Moi, je n'ai pas assez de recul pour ça, ça va prendre des années pour arriver à comprendre tout ça. Mais en tout cas, pour un chiot, on sait comment faire pour le mener dans l'affection et avoir un chien qui, en fin de compte, ma foi, il nous aime, donc il ne nous quitte pas, quoi. Donc on n'a pas besoin de l'éduquer, puisque quand on aime, on ne quitte pas. Donc après, voilà, ça dépend du chien, ça dépend de plein de choses, ça dépend de son degré un petit peu d'indépendance. Parce qu'après, l'affection, c'est quoi l'affection? C'est pour le chien, s'il se le représente, nous, on a de l'affection pour notre chien, c'est-à-dire que nous, on aime notre chien, nous, on fera n'importe quoi pour notre chien. Mais est-ce que notre chien, lui, il a envie de rester vers nous? C'est ça l'affection, c'est l'attachement. C'est quel attachement j'ai auprès de mon maître? Est-ce que je suis capable à un moment de le quitter pour aller faire quelque chose d'autre? C'est pas forcément mal, c'est pas parce qu'il le fait qu'il n'est pas attaché à son maître, hein, parce que heureusement que nous, on va bien travailler, et puis on aime quand même que ce soit nos gosses ou nos femmes, notre femme, hein, parce que pas nos femmes. Oh là, non, j'ai pas dit ça. Et vous voyez ce que je veux dire? C'était au sens général. Hein, et donc, voilà, on peut faire autre chose tout en aimant quand même. Donc le chien peut le faire aussi. C'est pour ça que la méthode affective ne va pas, au contraire, mais ne va pas altérer la compétence que dans le disciplinaire. C'est juste qu'on aura plus de... il y aura quelque chose d'un peu plus, pour moi, un peu plus intéressant. Mais par contre, pour faire des choses vraiment pointues, la méthode affective ne suffira pas. Par exemple, avec un câlin, on aura moins de résultats à la fin avec un câlin qu'on aurait de résultats avec le boudin, comme le chien tout à l'heure à l'agility. Parce qu'une fois qu'il est complètement en barge de son truc, on peut le mener où on veut. Hein. Là, c'est vraiment... là, le chien, en fait, je l'emmène où je veux. Hein. Rien qu'en lui montrant la balle, je lui fais faire ce que je veux. Hein. Le chien, il va être comme ça. Voilà, là, c'est vraiment une addiction presque. Hein. Enfin, c'est plutôt une dépendance comportementale. Je lui enlève, il ne va pas mourir. L'addiction, il y a quand même... c'est médical quand même. Hein. Il y a des gros problèmes derrière. Hein. Quand on arrête d'en prendre, voilà. Donc, ce n'est pas de l'addiction. Mais c'est une dépendance comportementale. Ok, c'est bon, il y a d'autres questions? Alors, il y a encore une question. Qu'en est-il d'un chien adopté? Appliquer la méthode affective avec son histoire que souvent on ne connaît pas, est-ce possible ou faut-il adapter entre positif et adoptif? Alors, positif, moi je suis contre. Positif, alors moi je suis contre. Même si dans la méthode affective, il y a une technique qui peut s'apparenter à la technique positive. Mais si on commence à dire on fait que du positif, moi je suis contre. Alors, parce que dans la méthode affective, il y a la technique limitante, donc je limite le chien dans l'espace, parce qu'on est dans une société et puis il faut limiter le chien dans l'espace, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Hein, donc nous on est tenu d'être limité, donc le chien pareil, hein, nous on est son responsable légal, donc on a la responsabilité que le chien se tienne correctement dans la société. Et il y a la technique motivante, donc ça peut s'apparenter, j'encourage tout ce qui est positif, le chien revient vers moi, oui c'est bien, viens, je colle une étiquette en même temps, et là je commence à lui apprendre, puisqu'il a eu l'initiative de revenir vers moi, je commence à lui apprendre un mot et à encourager ce comportement-là. Ça c'est la technique limitante, et la technique motivante, et la dernière c'est la technique apaisante. Je me pose, je le détends pour qu'il apprenne à ressentir et tout. Voilà. Donc, quand on récupère un chien, ça c'est une question intéressante. Celle-là, elle me plaît. Quand on récupère un chien, déjà, le vécu, on n'en a rien à foutre. D'accord, je suis clair? Le vécu, on n'en a rien à faire. Pourquoi? Parce que quand on commence à se dire « Ah ben oui, mais là, il a vécu ça, la pauvre bête », on va avoir des états d'âme. Ces états d'âme-là, ils vont en profiter. Et nous, on va commencer à se dire « Oui, mais je ne peux pas faire ça ». C'est un peu comme quand on a un enfant qui a été malade et on a eu le focus sur cet enfant-là et on en a fait un capricieux parce que du coup, comme il était malade, on est allé trop loin, on l'a surprotégé et du coup, on en a fait des fois un enfant un petit peu capricieux. Hein. Bon, vous allez me dire, ils sont tous capricieux aujourd'hui, mais bon, le chien, il ne faut pas s'occuper de son vécu. Il faut le prendre comme il arrive. Alors là, par contre, quand on récupère un chien et qu'il n'y a aucun lien entre le maître, enfin le nouveau maître et ce chien, on peut peut-être passer en méthode affective beaucoup plus facilement que si on a un chien et que ça fait 5 ans qu'on travaille comme ça et puis là on veut qu'il nous aime. C'est parce que du coup on va mettre des règles d'emblée et on va pouvoir arriver, le chien va arriver dans une nouvelle famille, il va y avoir des règles d'emblée et il va s'adapter. Attendu qu'on ne se préoccupe pas de savoir ce qu'il a eu avant, parce qu'on est tout le temps en train de pleurnicher sur ce que le chien a eu avant, et du coup, le problème, ce n'est pas un humain, un chien. Et du coup, on renforce les choses bien souvent parce qu'on est maladroit. On ne se pose pas de questions et on avance. Voilà, enfin, moi, c'est ma philosophie, j'ai toujours fait comme ça. Hein. Et je peux vous dire qu'on a eu des chiens qui se sont sortis
qui du jour au lendemain sont devenus heureux, hein, parce qu'on ne s'est pas apitoyé sur leur sort. Ce qu'ils ont vécu avant, c'est avant. Après, il faut avancer, il faut aller droit devant. Et quand on veut aller droit devant, on applique ce qu'il faut. Alors bien sûr, il y a peut-être des choses à voir. C'est pas incongru, c'est pas mal placé de se dire ah bah oui, il a été battu avant. Bah, vous savez, les 3/4 des chiens ont été battus. Bah, en fait, les 3/4 des chiens ont surtout un gros problème de présocialisation, d'imprégnation à l'homme. C'est pour ça que des fois, quand vous approchez, ils se sauvent. C'est pas parce qu'ils ont été battus, c'est parce qu'en fait, ils ont peur de l'homme, quoi. Tout court. Donc, moi, je suis pour dire aux gens, on ne se préoccupe pas de ce qu'il a eu avant, et puis la méthode affective, quand on récupère, quand le chien arrive dans un nouveau foyer, je pense que ça peut marcher. Mais encore une fois, tout ça, je ne l'ai pas assez expérimenté pour dire c'est un fait. Il y a quand même, on ne peut pas dire n'importe quoi non plus, quoi. Je peux vous dire qu'avec un chiot, comment ça marche, parce que moi, ça, je l'ai fait sur des cinquantaines de chiots, quoi. Ce n'est pas des centaines. OK? C'est bon? Et bien alors on en reste là, et puis je vous souhaite une bonne journée. J'espère quand même, pour ceux qui vont suivre, qui vont regarder, j'espère quand même que vous aurez compris qu'il y a activité ludique, et puis qu'il y a vraiment utilisation des choses très importantes, comme la chasse, la défense, le troupeau, et qu'il y a des activités, en tout cas des disciplines, qu'il vaudrait mieux arrêter d'enquiquiner, parce qu'un jour, quand on n'aura plus de spécialistes, on aura perdu un savoir-faire qui sera considérable. Et c'est dommage que ces gens-là, on les stigmatise, on ferait mieux de dire c'est quand même des grands champions. Voilà, ça, je voulais finir là-dessus. Et puis après, si vous voulez plus de renseignements, Agapé, le lien, le site, et puis vous aurez, comme ça, vous saurez tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va mettre en place. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous, on va les manger, on va les picoler.